Bonjour, ici Isabelle Bernier, Anne Genet et Johan Rock, et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 95e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je dis ça à chaque début d'épisode, mais là, je suis vraiment très excité parce que de un, je suis en présentiel en face de mes 3 invités. Deuxième point d'excitation, j'ai 3 invités. Et troisième point, ils reviennent d'un voyage qui semble avoir été exceptionnel. Puis en plus, on va pouvoir s'en jaser dans un lieu enchanteur. On est dans la grange. Ceux qui suivent Anne Genet et Johan Rock sur les interwebs, vous savez qu'ils s'entraînent ici, c'est leur pain cave, mais c'est aussi un studio de radio parce qu'on vient de s'installer et on est là, tout le monde ensemble pour jaser. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Je dirais surtout re-bienvenue parce que vous êtes 3 habitués, vous êtes passés chacun près d'une sortie de livre. Anne, tu commençais à l'écrire au moment où on s'est rencontrés la première fois, puis là, tu l'as dans tes mains. Isabelle, on avait parlé de ton livre qui venait de sortir. Johan, c'était une sortie imminente. Ouais. Là, je suis en compagnie de 3 coureurs, 3 coureuses, mais 3 auteurs aussi, donc ça va vraiment être intéressant. Vous revenez du Mexique, on va avoir beaucoup à discuter, donc j'ai envie qu'on se plonge là-dedans. Vous les connaissez, les auditeurs, vous connaissez Johan, vous connaissez Anne, vous connaissez Isabelle. Si c'est pas le cas, allez écouter les épisodes, il existe ces épisodes-là. Mais là, j'avais même noté c'était quoi les numéros parce que là, ma mémoire me fait défaut. J'avais tout ça quelque part, ça serait embêtant de dire aux gens allez écouter les épisodes puis on leur donne pas le chiffre. Johan, t'étais là à l'épisode 31. Okay. Anne, t'avais suivi à l'épisode 38. Et Isabelle, je t'avais reçu à l'épisode 53 l'été dernier. Donc, si vous les connaissez pas, allez les écouter. Puis on va revenir parce que là, vous ne demanderez pas une bio, tout le monde. C'est déjà fait une dernière fois. Parlons de cette épopée-là, cette aventure-là, cette expédition-là pour aller courir au Mexique. Mais avant, j'aimerais ça qu'on recule puis qu'on parle des Raramuri, ce peuple coureur qui était, je pense que ça fait longtemps qu'il existe bien ça, mais ils ont été mis dans la lumière par le livre Born to Run, qui est probablement le livre de course le plus connu. En tout cas, c'est la Bible des ultramarathoniens. Je te passe le bâton de parole, Isabelle. Parle-moi de ce peuple, les Raramuri. En fait, je me suis fiée à ma lecture puis ensuite à ce que j'ai découvert sur le terrain. Je dirais que l'observation que j'en ai faite, c'est que ce sont vraiment effectivement des gens très discrets. Je pense que plusieurs ont été désappointés en fait de la difficulté d'approche qui, je crois, n'était pas nécessairement due à la langue, mais vraiment à la culture. Mais personnellement, j'ai été fascinée aussi par je sais pas, la présence, la simplicité. Je pense qu'il aurait fallu qu'on soit là pendant des mois pour pouvoir vraiment établir un contact, un contact véritable, un contact plus profond, mais ce sont des gens qui, à mon sens, vivent avec très peu, puis vont très loin, là. C'est impressionnant. Puis ils vivent dans les canyons de cuivre, le vrai nom. Anne, est-ce que tu es capable de nous le dire? Copper Canyon. Ah, ok, en anglais, parfait, ça va bien. Oui, les Barrancas del Cobre. Barrancas del Cobre, c'est bon. Juste une aparté qui a aucun rapport, mais personne ici parle espagnol, puis c'est moi qui me suis retrouvé quasiment l'interprète à un moment dans une anecdote avec l'armée mexicaine, ce qui est complètement absurde. Mais bref, oui, donc oui, mais non, le contact était, au-delà de la difficulté de la langue, effectivement, était très difficile. Mais de pas parler l'espagnol, c'était clairement une barrière pour nous tous. Non? Mais c'est ça, c'est un peuple qui vit assez reclus, je sais pas si c'est le bon terme, mais ils vivent dans ces canyons-là, mais dans Born to Run, on apprend même qu'ils vivent un peu cachés, puis si tu les cherches par toi-même sans
sans connaître quelqu'un qui peut t'y amener, t'y trouveras pas parce qu'ils vivent dans ces parois rocheuses-là. Ils sont quand même, j'étais surpris quand j'ai fait mes petites recherches, une population évaluée entre 35 et 70 000 raramuri. Bon, c'est un peu aléatoire, hein, entre 35 et 70 000, mais c'est quand même plus que ce qu'on imagine quand on lit Born to Run puis qu'on pense à ce petit peuple d'extrêmes coureurs. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on en a vu 200 peut-être sur les 70 000, on a quasiment vu personne. Mais je pense que c'est ça. Puis ils sont répartis là, à travers le territoire aussi. Puis il y en a qui descendent vers la ville. Ou montent, hein. C'est amusant parce que moi j'avais lu j'avais énormément lu avant de faire cette course-là. Puis j'avais été frappée par, bien sûr, leur timidité. J'avais lu que quand on entre sur le terrain d'un raramuri, on ne doit pas aller frapper à la porte. Donc, ils ont une timidité qui est culturelle. Puis, si on frappe à la porte, c'est comme si on faisait intrusion de manière extrêmement impolie chez eux. Donc, on doit commencer par se présenter sur leur terrain, attendre que le raramuri vienne t'accueillir. Donc, vienne te dire, viens chez moi. Donc, nous, en tant qu'Occidentaux, c'est sûr que on arrivait de manière très brusque dans leur vie, tu sais. Puis les fois même où on les prenait en photo, à chaque fois où j'avais un petit... Moi, j'avais un malaise. Oui, c'est ça, parce qu'ils aiment pas du tout se faire prendre en photo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne regardent pas la caméra. Très souvent, sur les photos de raramuri, ils ont le regard carrément ailleurs. C'est parce qu'ils ne le regardent pas. L'objectif ne veut pas qu'on les prenne en photo. Puis tu disais tout à l'heure... c'était au niveau du contact, justement l'organisateur de la course, pour pouvoir organiser cette course-là, il expliquait qu'il fait affaire avec des locaux, mais des locaux mexicains, par raramuri, puis il y en a un en particulier qui s'appelle Octavio, qui lui est guide dans ces canyons-là et qui connaît des raramuri, incluant un spécifiquement qui s'appelle Chuy, qui parle et raramuri et espagnol, qui lui fait l'interface entre le Mexique et les raramuri. Et donc, dans ce cas-là, il fait l'interface entre le Mexique puis l'organisateur français. Tout ça pour pouvoir accéder à ces gens-là et les inviter éventuellement à participer à la course. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires, donc des intermédiaires au niveau linguistique et culturel pour pouvoir juste leur expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Voici l'événement qui est organisé, puis s'ils veulent bien venir. Et puis même là, il y a toute une part de mystère et d'imprévu jusqu'au dernier moment. On ne savait pas combien de raramuri allaient se présenter, qui allait être là, s'il allait y avoir des femmes. C'était jusqu'au dernier matin. On verra, peut-être qu'il peut en arriver le matin même. Donc ça fait partie de la mystique et du mystère de ce peuple-là. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ce que dans Born to Run, le livre, il raconte quand il part avec une délégation de coureurs américains, coureurs-coureuses pour aller compétitionner contre les meilleurs coureurs raramuri. Puis il explique qu'on sait pas si on va faire la course, on sait pas si on va les rencontrer, on sait pas si ça va avoir lieu. Vous partiez vraiment dans l'inconnu. On a parlé de ce peuple-là, mais vous étiez là dans le cadre de l'Ultra Run Raramuri. Comment ça s'est présenté sur votre route, cette opportunité-là d'aller courir là-bas? C'est toi qui as été invité en fait, chronologiquement avant nous. Hein? L'été dernier, j'étais avec Stéphanie. D'ailleurs, félicitations Stéphanie. Bonjour. Stéphanie Simpson qui a fini 5e au Cocodona 250 miles. On la salue. Oui. Donc, j'étais en compagnie de Stéphanie à la backyard à Rivière-du-Loup. Puis, l'invitation est apparue et je suis tombée de ma chaise. Non, non, mais c'est exactement le genre de défi que j'avais envie d'entreprendre. Donc, c'est certain que tout de suite, là, c'était un grand oui, là. Ouais. Une opportunité d'aller courir avec ce peuple-là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose que tu vas sur Ultra Sign Up, puis la course est là, puis tu t'inscris avec ta carte de crédit. C'est un processus beaucoup plus complexe. Oui, puis on pourra en reparler, mais il faut se dire qu'on n'avait pas le tracé, on n'avait aucune information, en fait, là. C'était comme un raid, c'est ça que... Un raid, mais une longue course. Là. Parlez-moi un peu du profil sportif. Après ça, on pourra parler de l'expérience sur place, mais le profil sportif, Anne, c'était quand même assez extrême comme course. Là. Il faut dire qu'au départ, nous, on sortait de l'hiver, donc il a fait froid longtemps cet hiver, et puis donc il y a eu d'abord le choc climatique d'arriver où avec une température où il faisait 40 degrés, pas d'ombre au soleil, ça a été un gros coup de chaleur pour nous, mais surtout pour moi, je l'ai senti que Johan avait la même sensation que moi, c'est-à-dire que c'était vraiment très éprouvant sur le plan de la chaleur. Ensuite, il faut dire que l'altitude, dès les premiers jours, je l'ai ressenti. Je me souviens, on est sorti
de l'autobus, puis je commence à respirer. Puis là, je me dis, tu sais, j'ai mon sac, puis je fais, c'est bizarre, c'est comme s'il n'y avait pas d'air autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Puis Johan et moi, on décide d'aller au dépanneur, puis on dit, hey, on va faire les 100 mètres qui restent à la course, juste pour voir. Et on commence à faire le 100 mètres à la course, vraiment relax, et je fais, Johan! Puis je n'arrivais pas à respirer. Et c'est là où j'ai regardé Johan, puis j'ai fait, ça va être intéressant. Moi, ça m'a rappelé immédiatement. Moi, je m'en doutais que ça allait m'arriver parce que quand j'avais fait l'UTMB, on était dans la même gamme d'altitude, donc aux alentours de 2000 mètres, un peu plus, et j'avais eu le même problème. Donc, puis ça, c'est l'altitude. Ils disent, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Ça peut même, pour la même personne, dépendre d'une fois à l'autre. Moi, il n'y a pas eu de variation d'une fois à l'autre. C'était difficile dès 1800 mètres. Donc, ça m'a rappelé ça, et j'ai pas été déçu, donc les craintes que j'avais ont tout été réalisées. Donc tu fais 100 mètres et t'es essoufflé. C'est long. C'est long quand tu t'en vas t'enligner sur une course de 180 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Là. Tu sais, quand on parle d'un profil, c'est extrême. Vous aviez fait des 100 000 chacun. Isabelle, t'as complété la diagonale des fous, on en avait parlé quand je t'avais reçu. Johan, t'en as complété quelques-uns. Anne, t'avais fait ton baptême du 100 000 à Bromont. Là, on était loin, il est dur Bromont, mais on était loin de Bromont parce que là, t'étais en altitude, dans la chaleur, avec une couple de milliers de mètres de dénivelé de plus à accomplir. C'était tout qu'un défi. Hein. Mais oui, moi, j'ajouterais que non seulement il y avait du dénivelé, parce que du dénivelé, ça va. Je veux dire, c'est sûr qu'à Longueuil, on n'a pas l'occasion d'avoir du dénivelé, c'est très plat. Mais quand même, de temps en temps, je suis allée en montagne, faire un peu de dénivelé. Et puis là, le dénivelé était périlleux pour plein de raisons, parce que de un, la terre est très friable. Donc, c'est un peu comme du sable ou des roches qui ont aucune adhésion et qui s'effritent chaque fois qu'on fait un pas. Et puis, si je regardais juste, si je penchais le visage puis je regardais à mes pieds pour vraiment observer où je mettais mon pied, il y avait un ravin qui faisait 1 kilomètre minimum de profondeur et il y avait un espace pour un seul pied. Donc, si je cherchais équilibre, il fallait que je m'accroche à la paroi qui s'effritait. Donc, je perdais équilibre, hein. Et plus on avançait, plus on avait chaud, moins on avait d'énergie, moins on avait de souffle, moins on avait de concentration. Donc, c'est sûr qu'à un moment, ça devenait une épreuve mentale et sportive qui était très extrême pour nous. Oui, en effet. Ouais. Ouais. Moi, ça me rappelait, je savais aussi, là j'ai parlé de l'UTMB, j'ai fait la diagonale des fous aussi, puis je me doutais que ça allait être un mélange des deux. Donc au niveau du dénivelé, c'est comme l'UTMB a en gros le même dénivelé que la diagonale des fous, sauf que c'est pas du tout le même genre de pente. Puis là, en regardant un petit peu le profil de la course, je me dis que ça va être plus comme la diagonale des fous que l'UTMB, mais la diagonale, il n'y a pas trop d'altitude. L'UTMB, il y en avait. Puis là, ça va être comme les deux combinés avec tout ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire l'acclimatation à la chaleur, l'altitude, et j'avais aucune idée de ce à quoi pouvaient ressembler les sentiers qui viennent d'être décrits par Anne. Tout ça combiné, ça a donné quelque chose de vraiment très difficile. Puis on parle de comparaison de deux courses qui sont des organisations énormes avec des moyens logistiques, des moyens de support. Là, vous partiez un peu dans la brousse, j'ai l'impression. Là. Oui, puis il y avait très peu de points d'eau. Moi, je vais toujours me rappeler des points d'eau que j'avais notés dans mon calepin qui étaient bruns et orange. Non, mais tu sais, beaucoup de limitations, puis tu sais, on était pas mal en autonomie, donc on se fiait à ce qu'on avait dans nos sacs. Il y avait bien quelques points où on avait laissé des choses, mais j'aurais dû conserver le sac. Là, on était limité à un mini sac gris en plastique. Je vais t'envoyer la photo. Là, tout le monde était complètement désemparé, tu sais, quand c'était le temps de préparer nos petits sacs, mais ça a vraiment bien été. Quand même, ça a bien été, enfin. C'était une expérience intense. Moi, j'aime ça. La distance, en fait, le temps pour rallier deux checkpoints, deux ravitaux, était énorme. Là. Ouais. Donc, on passait. Je me souviens, par exemple, la diagonale, à un moment, il y avait deux ravitaux qui étaient séparés de 2,5 km, mais il faut plusieurs heures pour faire ces 2,5 km. Là, on parle de la même chose. Sauf que c'était des distances de 15 à 30 km. Donc, entre deux ravitaux avec des canyons entre les deux. Donc, tu sais, quand tu quittes un ravito,
t'es parti pour longtemps, tout seul, et tu dois dépendre de ce que tu vas trouver, mais on connaît pas le terrain. Donc, c'était vraiment éprouvant aussi de se lancer dans l'inconnu à chaque fois. Il y avait une seule rivière. Ouais, ben le bas du canyon, mais il faut se dire, tu sais, Ravito, là, c'était de l'eau, du coke, puis il y avait des soupes Great Value, poulet nouilles. Et de la viande séchée. Donc, c'est ça. C'était vraiment notre petit sac qui était le trésor du moment. Plus, c'est ça, tu sais, on parle du temps pour rejoindre les différents points. Plus, la plupart d'entre nous, nous sommes égarés. Nous sommes égarés à plusieurs reprises. Donc, ça rallonge l'affaire. Il fallait suffier de tout petits rubans roses qui étaient la couleur de certaines feuilles de temps en temps. Et avec la lumière très vive, on n'arrivait juste pas à les voir. Donc, Johan et moi, je pense qu'on s'est perdu on a fait finalement 50 km. Là. Sur le 50 km, je pense qu'on s'est perdu au moins 30 fois? 30 ou 40 30 fois. ou 40 fois. Mais on se basait, on n'avait pas tous, parce qu'on a eu le tracé GPS vraiment au dernier moment. Puis après, ça demande une compétence technique que certains n'avaient pas. Donc moi, j'avais le tracé GPS sur ma montre. J'avais mis en mode navigation que j'ai testé pour l'occasion. Pendant cette course-là, j'avais jamais testé avant. C'était très bien parce que dès qu'on s'éloignait de 20 mètres du tracé, la montre sonnait. Mais tout est pareil. Donc là, à un moment, la montre sonne. Puis là, tu regardes. Où est-ce que j'ai raté l'embranchement? Parce que là, c'était de la poussière blanche. Et tu reviens, tu finis par trouver un ruban rose. Des fois, non, mais des fois, je partais, on est sur la ligne. Je vois pas de ruban, mais je sais que je suis sur la ligne. Mais à un moment, t'en vois un. Ouais, mais il y avait aussi que la trace qu'on nous avait fournie, on nous avait bien avisé qu'il pouvait y avoir 5 à 10 mètres de différence, dans la réalité. Donc là, 10 mètres, quand t'es complètement perdu dans la brousse, ça peut être long. C'est pas du single track comme on est habitué au Québec, que tu suis le sentier puis tu te perds à Ricana, t'as pris un mauvais embranchement, mais il y a 2 options, puis c'est 2 rangées d'arbres serrées, puis tu peux juste aller là. Là, je suppose que c'est une course de désert, donc c'est vaste et les options de tracé sont multiples. C'est une remarque que... En plus, il y a des tracés partout qui sont pris par les raramoris, par les animaux. Donc, il y a plein de sentiers pas très visibles dans toutes les directions. Après, lequel est le bon? Nous, on n'en a aucune idée. Et puis, il y a aussi... Donc, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Il y avait beaucoup de Français dans cette course-là qui sont plus habitués que nous à courir dans des sentiers secs. Okay. Et j'ai l'impression ils arrivaient à lire les traces beaucoup plus facilement que nous. Parce que nous, effectivement, c'est super facile le sentier. Il y a des arbres partout, sauf là. Donc, tu passes ici. Là-bas, il n'y a rien. Donc, eux, je les voyais, ils couraient, puis ils avaient l'air de savoir où ils allaient. Puis, pourquoi ils vont là? Parce que, je vois rien. Parce que, je vois absolument rien, mais ils ont l'air de savoir où ils vont. Donc, nous, ça avait l'air d'être un désavantage. En tout cas, moi, j'arrivais pas à lire le tracé, puis après, en plus, il y en a 50. Donc, bonne chance. Mais je suppose que parlez-moi de la préparation pour ça, dans le sens où vous partez à l'aventure. Tu sais, quand tu t'inscris à une course, que l'objectif soit de compétitionner ou juste de la terminer, ce qui est déjà un grand défi quand on parle d'ultra, ça demeure qu'on connaît les paramètres, on arrive là avec une idée de ce que ça va être. Là, est-ce que vous étiez vraiment en mode ça sera ce que ça sera, parce que les infos rentre à la dernière minute, les infos sont manquantes, c'est une course où il y a une trentaine de coureurs, c'était 20 non-Raramuri et 20 Raramuri. Moins que ça. C'est 25 quarantaine de personnes 28. sur 180 km. Je suppose que vous arriviez là avec un état d'esprit peut-être différent. Comment est-ce que vous aviez peur de vous rendre là-bas? Y avait-il des craintes? Y avait-il des zones grises qui vous faisait peur, ou on part à l'aventure puis ça va être le fun? Moi, je dirais que c'était la première fois que je me préparais de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'incertains, tellement d'inconnus, que je me suis dit, advienne que pourra. Je me suis dit, je fonce dans l'aventure, et j'avais l'impression que je plongeais. J'avais l'impression que j'avais ouvert la porte d'un avion, puis que j'allais me parachuter dans une aventure où je pense que ce que je devais avoir comme état d'esprit, c'était advienne que pourra, je vais faire ce que je peux. Donc, c'est sûr que il faisait froid, il y avait de la neige chez nous, donc nous, on n'a pas pu s'entraîner ni à faire du dénivelé, ni à courir à la chaleur. Donc, je savais déjà qu'au départ, je pouvais pas me préparer pour ça. Ensuite, on travaille, c'était la première fois que j'étais autant occupée, donc j'avais très peu de temps pour me préparer. Alors, je me suis dit, regarde, écoute, Anne, si tu as à faire 30 minutes le matin de course, 30 minutes le midi, puis que c'est ça ton entraînement, ce sera ça.
ça. Je pense que je me suis dit, en fait, j'avais confiance en moi, que je suis quelqu'un qui est capable de saisir les occasions qu'on me donne, puis juste de me laisser aller. Puis je me suis dit, même à la limite, je veux pas trop en savoir. Je voulais même, tu sais, on regardait la map, puis je me disais, non, je suis pas vraiment certaine que je veux voir le tracé. Je voulais y aller vraiment comme sautons, fonçons, puis advienne que pourra. L'inconnu faisait partie de l'aventure. Oui, tout à fait, ouais. C'était pas mal la constante tout le long, là, de toute façon, parce que c'est quand nous, on avait été invités, je pense j'avais reçu le dossier de presse, puis je te l'avais envoyé. Puis le dossier de presse était formaté, c'était horrible. Puis l'information qui était dedans était pas très complète ou informative. Puis quand on demandait à l'organisateur, finalement, on a fini par comprendre. C'est parce que tout se décide au dernier moment en fonction de la situation locale, en fonction de qui sera là, où on peut passer. Donc c'était jusqu'au départ, on sait pas trop. Donc c'était vraiment le thème de cette course-là. Puis en plus quand moi je l'ai pas relu, j'avais lu Born to Run en 2009 ou 2010, donc c'était lointain. Toi tu étais en train de le relire, puis tu avais lu d'autres livres sur les Raramuri. Puis à chaque fois qu'elle me citait des descriptions des canyons, j'aurais préféré pas les entendre. Parce que ça faisait juste rajouter, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait là? Parce que c'était à chaque fois, c'est diabolique, ils se sont réfugiés là, il y a plus personne ils se sont vraiment réfugiés là, il y a personne qui va les chercher, on comprend pourquoi. Donc, puis plus tu me lisais des extraits, à chaque fois, oh non. Puis on n'a pas été déçus non plus. Les pauvres jésuites qui ont fait ça en soutane, hein, et on riait dessus quand on lisait ça. Toi, Isabelle, Ben moi, c'est l'aventure. En fait, ça m'a confirmé que c'est vraiment ça qui me nourrit. Là, c'est sûr que c'était très difficile, là, mais c'est certain que j'ai l'opportunité ponctuellement de travailler sur le terrain pour une organisation qui prépare des défis de ce genre-là. Mais dans le multisport aussi, c'est peut-être plus balisé. Et ça fonctionne différemment là au niveau de l'organisation puis des athlètes aussi, mais ça me donnait peut-être là, cet acquis-là, puis le fait aussi que je m'entraîne beaucoup en montagne, ça allait. Moi, je me sentais excitée, soulagée de laisser mes enfants à la maison. Et puis c'était vraiment un plongeon aussi là, mais comme un grand saut avec beaucoup d'anticipation, mais avec effectivement la conscience du fait que, tu sais, on est parti d'ici, il faisait entre -6 et -11, puis on arrivait là-bas, c'était 40 ressentis, je suis pas mal certaine pendant la journée, parfois jusqu'à 50. Donc, tu sais, déjà, c'était comme un handicap, je pense, là, mais ça faisait partie de l'histoire, là. Sans eau, je dois ajouter aussi c'est sans eau. Sans eau, ça c'était en fait, je sais pas moi comment j'ai fait pour pas avoir de maux de tête de déshydratation. Peut-être que ça a été tellement long que psychologiquement je me suis conditionnée, mais tu sais, puis ça c'est souvent une difficulté pour moi, l'alimentation, l'hydratation, puis là, j'ai été vraiment impressionnée. Là. Parce que la course, comment c'était décrit à la base, mais la première fois que j'avais vu ça, puis il avait annoncé toi et Stéphanie, je crois, puis il y a eu d'autres Québécois en cours de route, c'était vraiment l'aspect compétition derrière ça. Puis je me rappelle, il y avait quand même des athlètes, un Julien Charrier qui est un des grands coureurs européens. Il y avait cet aspect-là compétition, mais après ça, je me rappelle, il y avait une catégorie spéciale pour Isabelle. Puis je pense que vous avez rejoint cette catégorie-là qui était les athlètes symboliques, je me rappelle pas. L'équipe, le special team. C'est ça. Fait que t'avais l'esprit compétitif de on va aller envoyer des Julien Charrier puis d'autres coureurs de très haut niveau internationaux aller compétitionner avec ce peuple-là. Puis il y avait, moi je vous entends les trois, j'ai l'impression que l'aspect sportif est un prétexte pour une rencontre culturelle, humaine, une expérience, une aventure, puis la course après ça, ben Isabelle, tu l'as terminé, Johan, Anne, vous l'avez pas terminé, mais je vous sens encore sur votre nuage, puis l'aspect compétitif était complètement tassé. Bon, c'est facile de dire que c'est tassé quand on finit deuxième, on reviendra là-dessus, Isabelle, mais je sens que c'était vraiment le côté très... C'était... pas choc culturel, rencontre culturelle avec ces gens-là. L'organisateur, on a parlé avec lui parce que justement, c'était pas une source de discorde, mais comme lui insistait beaucoup à répétition sur les réseaux sociaux sur on veut essayer d'aller battre les Raramuri sur leur terrain, tatati tatata. Puis, mais lui, c'était en gros son pitch de vente pour les médias. Donc, il dit parce que les médias, pour les intéresser, il faut qu'il y ait un aspect compétitif. Donc, Julien Charrier était effectivement là pour jouer ce rôle-là, même si lui
était pas là pour essayer de les écraser à tout prix. Il a très bien fait, il a fini premier, donc il a rempli son rôle, mais c'était la partie officielle pour essayer d'attirer l'attention. Le special team que Jean-François Tantin, donc l'organisateur, a mis en place, c'était l'autre volet qui était justement plus sur la communication, faire connaître la course, les Raramuri, cette rencontre culturelle-là, et il nous a choisi Isabelle en premier, puis après nous, justement parce qu'on communique, on écrit des livres, parce que le fait que Julien Chaurier ait terminé premier, les médias en ont parlé, ils ont fait 2 paragraphes, les Raramuri ne sont pas invincibles, point, sujet est balayé. Par contre, nous, on peut en parler encore et encore et encore, parce qu'on a traîné derrière, puis on a vu plein de choses que Julien n'a pas eu le temps de voir. Puis même Julien Chaurier, je suis sûr qu'il irait sur un balado et écrire un truc. Je suis certain que ce qu'il raconterait, c'est pas « je les ai battus, je suis hot ». C'est clairement plus l'expérience. Fait que je comprends l'aspect, parce que c'était ce qui était propagé beaucoup, l'aspect compétition, mais c'est de quoi qu'on a vu année après année avec les Raramuri. Ça a toujours été ça, quand ils ont pris des Raramuri qu'ils ont envoyé faire Leadville ou des courses américaines, puis tu sens qu'il y avait comme la machine marketing derrière, mais je trouve ça le fun dans votre expérience, puis dans celle que j'ai entendu des gens de près ou de loin qui ont peut-être déjà compétitionné dans le temps que c'était l'Ultra Trail, le Caballo Blanco, peu importe. J'entends jamais parler de compétition, c'est tout le temps la rencontre on est tous passionnés par la course. Puis eux, leur nom littéralement veut dire le peuple coureur Tarahumara. Oui. Exact. Donc c'est la rencontre entre des gens passionnés. Vous êtes des coureurs passionnés, puis eux aussi, puis c'est la rencontre, c'est tout. Hein. Julien, donc pendant les jusqu'au deuxième ravito, il était avec les Raramuri. Après, il les a distancés, mais il a dit, s'ils avaient été en sandales, ça c'est un autre sujet sur lequel on va pouvoir revenir, il serait resté avec eux. Mais vu qu'ils étaient pas en sandales, il s'est dit, là je vois pas l'intérêt de rester avec eux, donc il est allé à son rythme, parce que là justement la partie culturelle, ethnographique, etc. était pas là, parce qu'ils avaient été forcés par leur agent à mettre des chaussures. Ah oui? Donc là Julien, il s'est dit, ça a moins d'intérêt, parce qu'il était là pour voir les coureurs courir sur leur terrain à leur manière. Mais ils étaient représentés, parce que Born to Run a fait beaucoup de bruit et a changé la vie des Raramuri en bien et en mal. Donc l'intérêt génère des intérêts financiers pour certains. Et donc là, ils étaient pris en charge, certains, par un agent mexicain qui était soit pas très honnête, soit pas du tout renseigné, et puis qui va complètement à l'encontre de ce que dit le livre. Puis lui, il se dit, pour en faire des coureurs internationaux, faut qu'ils portent des chaussures. C'est une erreur qui est racontée dans Born to Run, mais ça, il en parle dans le livre, quelqu'un qui leur a mis des Nike dans les pieds, puis ils ont arrêté de performer. Même erreur, ils ont eu mal aux pieds, donc ils auraient probablement pas gagné contre Julien Chaurier cette fois-là non plus, mais ils auraient probablement gagné une bonne demi-heure, et il y aurait eu une compétition un peu plus relevée. Mais là, ils étaient en chaussures, et donc Julien, la rencontre qu'il voulait faire, c'est comme, bon, là, c'est moins intéressant. Donc, il a pris ses distances plutôt que de courir avec eux, ce qu'il aurait fait. Donc, pas du tout de compétition relevée, juste pour le plaisir d'aller. C'est décevant de voir que l'histoire se répète, parce que c'est pas la première fois puis c'est ça, qu'ils se font mettre des espadrilles dans les pieds. Puis en même temps, eux vivent dans une pauvreté, je suppose, où quand t'as quelqu'un qui débarque avec, tu vas porter les espadrilles, mais je vous donne X montant, à un moment donné, c'est un show aussi, puis il embarque, mais c'est vraiment décevant d'entendre que l'histoire se répète une fois de plus. Là. Ouais, puis ils courent avec peu, tu sais, ils avaient presque pas de matériel avec eux non plus. Le sac, c'était très, très limité. Il y avait Celestino, notre tout petit, qui se promenait avec une grosse lampe de poche. Ça rentre pas dans une poche. Ouais, c'était énorme. La lampe faisait 10 cm de diamètre. Ça, c'est une lampe avec des ailes puis une grosse poignée. Il courait avec ça. De l'autre main, il y avait sa grosse bouteille d'eau. Elle était en verre, hein, c'est ça, il me semble? Ah, on les en plastique, mais on les a ravitaillés le long du parcours, là. Ouais. Mais ils étaient en sandales, hein. Célestino était en sandales. Il y en avait 2 en sandales, 3 en sandales, 3 coureurs en sandales. Dont toi. Ouais. T'as couru local. Hein? Oui, il y a des gens qui font de l'achat local. Là. Yann, t'es allé courir local, mais bon, c'était pas nouveau pour toi les sandales, on en avait déjà parlé. Non, de toute façon, moi quand j'étais invité à cette course-là, c'était clair dès le début que je le faisais en sandales. Donc, parce que l'intérêt pour les ultras est venu avec le livre Born to Run. Je me suis intéressé, ou ça a confirmé mon intérêt pour le minimalisme quand j'ai lu ce livre-là. Tout ce que je lisais, je trouvais très logique. Donc j'étais déjà dans cette lancée-là, j'ai continué, ce qui a culminé
avec les sandales que j'ai découvert en 2017, un peu par hasard d'ailleurs. C'était pas une obsession depuis que j'avais lu Born to Run, mais c'est revenu sur le sujet pour finalement faire le Percé Montréal en sandales. Mais c'était de la route, c'était tout plat, donc là on était ailleurs. Mais quand j'ai été invité à courir avec les Raramuri, c'était évident, je vais le faire en sandales. Puis j'ai décidé sur place, quand j'ai trouvé, les sandales en cuir se trouvent au supermarché. Ouais, c'est ça. Donc là, on n'avait pas le temps d'aller à droite et à gauche trouver une coopérative qui fasse des sandales, mais au supermarché, il y en avait. Donc là, la veille, j'en ai acheté. Il y a Célestino, justement, le Raramuri, qui m'a appris comment les attacher. Il était mort de rire. Il était mort de rire. Parce que ils disent pas grand-chose, mais ils sourient beaucoup. Ouais. Là, ils se foutaient de ma gueule. Gentiment, mais ils se foutaient de ma gueule quand même. Mais j'ai essayé de faire la course avec les sandales traditionnelles des Raramuri. Parce que toi, t'as les Luna Sandals de Barefoot Ted, un personnage du livre, mais là, t'es allé avec les originales. Ouais. Puis là, les autres coureurs me regardaient avec des grands yeux en disant, tu vas quand même mettre tes autres sandales au CP1 pour, si jamais ça marche pas, etc. Puis, ça marche super bien, ces sandales-là. Ouais. Et moi, j'ai essayé de le corrompre au CP1, là. Je regardais ses pieds qui, déjà, après, on a fait 20 km, 30 km, étaient déjà un peu ensemble, mais il faut dire que je suis habituée de voir les pieds de Johan ensemble. On a beaucoup d'expérience avec ses pieds détruits pendant les courses. Fait que je regardais ses pieds détruits déjà après 30 km, puis je le regarde, puis je fais « Johan, comment? Ils étaient pas détruits. T'es vrai? » Ça aurait fait la même chose. Ouais, c'est certain. Il les a lancés. Il m'a regardé, il les a lancés. Si j'avais mis les Luna que j'avais, ça aurait... Parce que il faisait froid. Ça fait 6 mois qu'il fait froid. J'avais pas envie d'avoir froid aux orteils, donc j'ai pas mis de sandales depuis 6 mois. Donc, que ce soit les Luna ou les sandales en cuir, ça a frotté sur la peau, et donc ça finit par saigner. Mais ça aurait fait ça, peu importe les sandales. Donc, arrivé au bout de 30 et quelques kilomètres, le cuir, à certains endroits, avait la couleur du sang, plus la poussière par-dessus. Mais ça fonctionnait bien. Mettre les sandales californiennes, imitation des Huarache, ou porter les Huarache, même chose. En fait, vu que c'est du pneu, je sentais beaucoup moins les cailloux avec un morceau de pneu sous la semelle, avec c'était des BF Goodrich. Ah, il a bien choisi son pneu. Si j'ai reconnu le logo, je suis pas sûr. Tandis que les autres sandales en caoutchouc étaient un peu plus souples et j'aurais plus senti les cailloux. Donc j'ai gardé les Huarache jusqu'à la fin. Et ça a posé absolument aucun problème. De toute façon, je vous rassure, mes pieds étaient complètement finis, donc tu vois. avec Moi, j'étais en chaussures. Ouais, c'est ça a rendu là, hein. Mais Johan passait son temps, par contre, à avoir des crevaisons. On riait, j'étais comme « Hey, je vais le filmer chaque fois qu'il y a une crevaison! » Fait que là, il s'arrêtait, puis là, il renouait ses sandales, puis... non, ouais. Sinon, j'avais appris la technique la veille, j'avais bien mémorisé, puis c'est comme refaire ses lacets. Bon, ok, toutes les 2 heures, parce que ça se défaisait. Puis, il y a dans l'eau, c'est intéressant, ça, les avant ça, à un moment, il y a la sangle qui a cassé, parce que le nœud est fait en dessous de la semelle en pneu. Donc, ça frotte directement sur le sol. Et puis, à un moment, ces sangles-là sont faites pour ça, c'est-à-dire, vraiment, le nœud casse. Puis là, tu redécales toutes les sangles, tu retends le tout, puis tu refais un nœud au bout, puis tu repars. C'est comme les raquettes. Ça prend quelques minutes. Les raquettes en peau. En babiche, ouais, c'est ça. T'as vécu l'expérience culturelle jusqu'au bout des pieds. Jusqu'au bout. Et j'ai remarqué, technique secrète pour ceux qui voudraient mettre des sandales avec des lanières en cuir, mouille tes lanières en cuir avant de les mettre. Après, quand ça sèche, le cuir, ça se resserre. Et après, tu n'y touches plus jusqu'à la fin. J'ai découvert ça quand on a traversé la rivière. Donc là, je suis rentré dans la rivière avec les sandales. Donc là, le cuir s'est distendu. Puis les sandales, c'était comme une horreur. Donc là, je les ai rattachées en sortant. Puis je me suis rendu compte, justement, plusieurs heures plus tard, que, là, les nœuds sont super serrés, ça tient bien autour de la cheville, donc il faut les mouiller. Donc les sandales en cuir, par contre, avec notre temps plus... Là-bas, il pleut jamais. Donc là, s'il pleut, ici, je les mettrai jamais. Okay. Parce que c'est pas fait pour ça. OK. C'est très, très dépendant de la météo. Parlez-moi du moment où vous êtes débarqué de l'avion, parce que j'ai l'impression que de se rendre déjà dans ces canyons-là, c'est déjà une aventure. Parlez-moi du avant la course, du moment que vous êtes atterri. À quel endroit vous êtes atterri? Chihuahua en dernier, ouais. Ben, on avait prévu, moi j'avais prévu un tout petit peu le ravitaillement, donc je m'étais dit, ok, j'aurai quelques barnacs, je vais avoir un petit peu de gel, mais tu sais, j'en consomme pas tant que ça normalement. Puis on s'était dit, on va acheter local, on va s'arrêter à l'épicerie. Fait que ça a été comme une des premières expériences, ça a été de prendre notre sac à dos, de marcher par la grande chaleur dans la ville.
Ah, mais vous Et êtes de arrivé le découvrir- midi, c'est ça. Ouais. Découvrir déjà que juste en marchant, on avait très chaud. Et on est allé faire l'épicerie pour notre Local. ravitaillement local en observant les écritures et en se demandant ce qu'on allait manger. Hein. Ouais, parce qu'on se doutait que ça, on aurait pu apporter notre bouffe, mais faire traverser la frontière à certains trucs, c'est pas forcément évident. Donc, puis là, on était en autonomie complète, donc il fallait s'acheter à manger, mais directement au Mexique. Donc une autre inconnue, comme qu'est-ce qu'on va trouver, puis de quoi on va avoir envie pendant la course, on ne savait pas. Puis ben, ensuite, bon, une fois qu'on a fait l'épicerie, on avait notre ravito. Moi, je pense qu'on pourrait parler un peu de la rencontre. Tu sais, quand on a rencontré enfin les autres coureurs. C'était une ambiance particulière. Moi, c'est la première fois que j'avais l'impression d'être dans une colonie de vacances. Ah ouais? Tu sais, c'était... Moi, j'étais pas dans cette expérience. Non, c'était ailleurs, mais c'était incroyable l'ambiance qu'on avait dès le départ. Plein de Français avec un petit peu une ambiance de fête. Je pense que dès le début, hein, s'ouvrir des bouteilles de TKT, la bière locale, puis on fêtait. Au fur et à mesure, voilà, je saute dans le temps jusqu'à la fin, parce qu'on a appris à connaître ces gens-là. C'est comme, oui, on avait vu un petit peu leur profil, mais j'avais tout oublié. Puis si tu penses que nous trois, on en a fait beaucoup des courses, attends de parler à ces Français-là, ils ont fait des trucs absurdes, c'est complètement fou, là. Comme, on n'a pas fait ça, même à nous trois, là. C'est vraiment des profils impressionnants, là. Donc c'était au fur et à mesure qu'on découvrait ces gens-là, c'est comme, ok, on a encore des choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais. puis tu sais, français, tchèque, suédois, c'était vraiment impressionnant, les histoires de vie aussi, là. Mais tu sais, sinon, quand on est arrivé, moi, j'ai choisi le dépaysement total. Donc, je suis arrivée avec le coucher de soleil à Chihuahua, c'était magnifique. Puis là, on me disait, ah non, ça, c'est rien, les montagnes, attends de voir. Puis je me suis vraiment plongée, j'ai fait exprès aussi, là, dans la ville, dans un espagnol que je n'avais pas parlé depuis au moins 10 ans. Mais j'avais mon dictionnaire, toujours avec moi. Mais les gens étaient super accueillants. Ah oui. Puis j'avais vraiment hâte de découvrir les fèves et les tortillas. Non, donc on a mangé à chaque repas, mais pour de vrai, c'était quand même très apprécié. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait parler aussi de quand en autobus, quand on a commencé à prendre la route. Tu sais, c'était tranquillement, on s'apercevait qu'on s'en allait dans une zone très escarpée, avec des routes en serpentin, là, très tortueuses. Et Est-ce puis que avec... Chihuahua, excuse-moi, est-ce que c'est dans les montagnes? Non, c'est plus bas un C'est peu. Fait qu'à Un peu plus à un bas. moment donné, vous vous aventurez dans les montagnes. Donc, je pense que Chihuahua est à 1200, c'est... Plus, C'est je me vraiment souviens petit, plus, 1400, en tout cas 1200, 1400, peu importe. Mais c'était 5 heures de route de Chihuahua pour aller on était dans quelle ville? Le nom, hein, c'est vrai, moi aussi. à chaque Arepo, je crois. Arepo, Je crois. OK. Tu vois, même maintenant, on ne sait pas dans quel village on a été hébergé. Parce qu'on le Je trouve pas sur Google Maps. Faut sûrement... Oui. crois que c'était Arepo, mais c'est à vérifier. 5 heures de route entre Chihuahua et OK. Arepo. Donc, Chihuahua n'est pas dans les montagnes, mais quand on arrivait en avion, puis même en voiture, on voit que c'est désertique, puis il y avait déjà du relief, mais rien comparé à Mais 5 heures de l'arrivée route, clairement, c'est pas de la 20 tranquille. Ah non, ça devait être... en revenant, tout le monde était malade. Ah ouais, mal le cœur garanti ou argent remis, là. Avec la conduite mexicaine aussi. Et la ça veut dire musique. que les Mexicains conduisent comme des malades, comme des fous. Même le chauffeur, il doublait constamment. Il y avait une voiture à un moment qui avait, faut dire que les voitures mexicaines sont défoncées déjà. C'est des tacos qui roulent sans fenêtre, sans direction. Sans Donc, carrosserie. sans carrosserie, sans pare-brise. puis à un moment, je regarde celui qui était avant nous puis qui conduisait en me disant, mais comment est-ce qu'il peut conduire comme un débile comme ça? Puis là, je m'aperçois, il a genre peut-être comme 12 ans, le petit. Puis il tenait son volant parce qu'il n'y avait plus de direction, fait qu'il tenait tout croche, puis il regardait par la fenêtre pour se fier sur les lignes parce qu'il voyait rien. Dans des ravins. Fait que, on a même vu une voiture Dans le ravin. Dans le ravin, Ah ouais. ouais. Ah ouais. juste un peu avant nous, elle était dans le ravin, puis le conducteur de l'autobus continuait à conduire comme un malade. On était tous blancs, là. Ça faisait 5 fois qu'on lui disait de ralentir, que c'était pas nécessaire de doubler par l'extérieur, dans un virage, avec un ravin à gauche, en montant. C'est comme, tu doubles un camion, tu vois rien. C'est comme, on est 20 dans l'autobus, c'est comme, on n'est pas pressé. Mais lui, il s'en foutait.
Donc, ouais. Ouais. Puis là, quand on est arrivé enfin à la partie touristique où il y a une vue, un panorama sur les Copper Canyon. Et moi, je pensais que c'était impressionnant, les montagnes cuites. Je les appelais les montagnes cuites qu'on voyait à travers la fenêtre. Mais là, quand j'ai vu l'espèce de trou C'était magnifique. dans le... Oui, c'était magnifique, mais en même temps un peu effrayant. Mais ce qui est tellement amusant, c'est que c'est pas là où... Je me souviens, quand j'ai vu le panorama, c'est même pas ça qui m'a effrayée. C'est quand j'ai pris une respiration, j'ai fait... Puis que je me suis aperçue que j'arrivais pas à respirer. Ça fait peur. Puis on connaissait pas encore. Qui c'est qui racontait ça? C'était la toux des canyons. Parce que là, il faisait chaud en bas, il faisait relativement frais en haut, mais l'écart de température était monumental. Il y avait le problème de manque d'oxygène qui nous a affectés tous les deux. Mais la poussière, tout est tellement sec qu'il y a de la poussière partout. J'avais l'intérieur des narines qui était complètement tapissé de poussière. J'avais du sang parce que c'était super irritant. Et puis, ça pique les yeux. Puis ça... En plus de la déshydratation, j'avais la bouche pâteuse. Puis moi, ça m'a inquiété parce que je pensais que j'étais déshydraté au-delà de ce que j'avais jamais fait. Mais non, après, on a appris. Si j'avais su avant, ça m'aurait rassuré que ça fait ça à tout le monde. C'est la poussière partout. Puis que l'organisateur, ah oui, ça m'a fait ça aussi quand on était en bas dans le 15. Comme j'aurais aimé le savoir avant. Au moins, j'aurais su que... Ça finit par passer. Ça n'a pas eu le temps de passer. Mais quand tu sais ce qui t'arrive, c'est toujours mieux. Ouais. Mais là... tu manques d'eau, tu sais pas si tu vas pouvoir te ravitailler, il continue à faire chaud, puis t'as la bouche pâteuse, puis tu commences à zigzaguer, c'est comme, bon, c'est tout, il y a trop de choses nouvelles en même temps, tout ça on était vraiment très très loin de ce qu'on connaissait. Donc, mais connaissant maintenant ce qui nous attendrait, si on y retournait, ça se passerait mieux. Mm-hmm. Donc, mais c'était beaucoup de choses nouvelles en même temps. Toi, Isabelle, l'adaptation au canyon, ces premières heures-là, comment t'as trouvé ça? Est-ce que ça t'a effrayé pour la course, voyant manquer d'oxygène, voyant l'état dans lequel t'étais? Ben non, parce que ça m'est arrivé quelques fois déjà, là, en d'autres circonstances. Moi, je pense que ce qui... après je dirais le premier 20 minutes, mais ça, je vis ça pas mal toutes les courses, là, une espèce de pic d'anxiété, même si on est content puis excité de partir. Puis là, quand on a commencé à descendre, je me sentais en béatitude, là. Je savais que j'aurais mal aux jambes, là, mais non, non. Puis je pense que tout ce qu'on pouvait faire par rapport à l'altitude, c'est l'accueillir, là. Je constate que j'ai encore envie de vivre ce genre d'aventure, mais il faudrait que je sois mieux préparée pour l'altitude, effectivement. J'avais des comprimés, j'avais des solutions, mais quand même, là, je pense qu'on peut toujours mieux se préparer. Puis la chaleur, ben c'est la même chose. Il fallait qu'on fasse avec. Puis sinon, ben après, ben là, c'était la découverte, l'inconnu. Je me sentais plus frustrée au début quand je m'égarais. Mais encore là, il y avait la magie du chien, 3 chiens qui me disent que c'est par là qu'il faut aller. Mon application Gaia, parce que moi, j'avais pas de montre avec une carte, je pense que j'ai été bénie quand même à quelque part là-dedans. Là, mais... Parlons de ta course, parce qu'après ça, je pense que vous avez chacun vécu de chaque côté de la table une course différente. On va commencer puisque t'embarques sur le sujet. Comment s'est passée ta course? J'ai vu que, on va voler le scoop, t'as terminé 2e ex-aequo avec une coureuse du nom de Olivia Durocher. À quel moment vous êtes mis à courir ensemble comme ça? Ben en fait, quand on est arrivé à la base dans le creux, là, les canyons, au cours d'eau, donc on repartait pas mal en même temps, donc on s'est mis à monter en même temps. Puis il y avait, moi j'avais Jean-Philippe qui me suivait, Jean-Philippe qui est le traducteur français de Born to Run, que j'avais semé quelques fois, bien malgré moi. Mais Jean-Philippe est daltonien, donc il voyait rien, puis son GPS ne fonctionnait pas. Puis c'est ça qu'on racontait, là. Je lui ai fait grimper des parois rocheuses à lui et aux 3 chiens. Il a été vraiment bon, là. Je sais pas s'il va m'aimer beaucoup, mais il a été vraiment bon. Puis, éventuellement, ben c'est ça, on s'est retrouvés à monter tous les 3 jusqu'au CP2.
Puis lui s'est arrêté là. Puis moi, je repartais, là. J'étais vraiment motivée. Puis c'était la nuit, c'était plus frais. Ça, tu sais, mon objectif était clair de tirer profit de la nuit déjà en partant. Parce que courir à 45-50, je suis pas encore prête. Ça va venir un jour, peut-être. Mais c'était plus difficile. Puis, Olivia a juste comme embarqué. On a continué comme ça. Ouais. Pendant 53 heures, quand même. Tu m'avais parlé de ta diagonale des fous quand on... Ouais, qui avait mal été. Qui avait mal été, mais qui avait été, je veux dire, 2 jours complets sur tes jambes à avancer dans cette jungle-là. Là, 53 heures, c'est une petite coche de plus en nombre d'heures. Ouais, c'était pas prévu non plus, mais c'est ça. On a fait pas mal de kilomètres qui faisaient pas partie de notre trajectoire, puis... Fait que t'as plus que 180 kilomètres dans les jambes à la fin de la course. Ma montre était éteinte, mais c'est très certainement. Mais au moins, on a retrouvé notre chemin. Déjà, ça, c'est fantastique. Puis oui, j'ai eu des hallucinations, mais rien de violent. Il y avait beaucoup d'animaux. Les 3 chiens dont tu parles, c'était des vrais chiens? Oui, il y avait les vrais chiens. OK. Mais je voyais des gens, puis à un moment donné, puis j'ai appris par la suite, Olivia me l'a pas dit, là, mais que ça lui était arrivé aussi. Tu sais, des fois, on progressait, puis là, tout d'un coup, on se cognait. Oups, excusez. Puis, tu sais, pendant quelques heures, là, puis là, tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive au CP5, là, ça devenait très difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta course? Dans le trajet, c'est le bout du CP4 au CP5, partiellement parce que Olivia était vraiment découragée. J'avais très mal. Moi, j'avais vraiment très mal à mes pieds, là. J'ai jamais eu mal comme ça à mes pieds. Puis j'avais l'impression que, là, on descendait. Je sais pas c'était quoi ce genre de vallée parce qu'encore une fois, c'était la nuit, mais on dirait qu'on n'arrivait jamais. Puis on avait aucun marqueur, on voyait rien, on voyait des lumières au loin, on dirait toujours que c'était proche. Puis finalement, 1 heure plus tard, ils sont encore là. Mais ça, c'était des vraies lumières. Puis quand on est arrivé dans la vallée au CP5, j'étais rendue dans ma tête j'annule la diagonale, j'annule toutes les courses que j'ai prévues à l'horaire, je cours plus jamais. Mais tu sais, ça a passé. Il faisait très froid aussi, le CP5. Une fois qu'on est reparti de là, là, je dirais que ça a remonté. Puis après, c'était la fin. Au moment où je croyais qu'on était sur le point d'arriver, où finalement, sur le tracé, on l'avait pas du tout l'affaire. Puis il restait un méchant bout, puis il recommençait à faire très, très, très chaud. Olivia, elle en pouvait plus, elle était assise. Puis là, à un moment donné, j'ai branché mon téléphone, puis j'ai pris les courbes de niveau, puis j'ai pris un risque, mais on est arrivé. Il y en a beaucoup qui se sont perdus. On avait des balises GPS. Donc, toi, tu t'es pas tant perdu que ça par rapport à d'autres qui sont carrément sortis du parcours. Puis on voyait, il y avait le tracé du parcours, puis il y avait des points ailleurs. Dans les montagnes. Ouais. Ouais. Puis là, nous, on a vu qu'on avait terminé beaucoup plus tôt. On a pu discuter avec l'organisateur. Puis comme, là, ils sont en train de suivre une autre vallée. Puis on finir par rejoindre le parcours. C'est comme, c'est parce qu'il y a personne ici on sait pas où on est, ni où on s'en va. Effectivement, tout le monde a fini par rallier l'arrivée, mais certains ont pris des détours absolument spectaculaires dans un endroit qui, déjà à la base, n'est pas facile à suivre. Mais là, ils étaient comme en dehors du parcours. Je sais pas comment Vanessa, là, c'est celle qui a fini première féminine. Donc, je sais pas comment elle a fait pour revenir. Des fois, c'est ça. Elle avait son tracé sur sa montre, mais tu sais, si je pense à, comme la fois où on a grimpé une paroi rocheuse, je me suis enlignée à peu près avec, c'est ça, les courbes, puis de me dire si on va après, on monte là, ça semble être un détour, peut-être qu'il va y avoir un ravin, peut-être pas, mais tu sais, à un moment donné, on va bien voir quelque chose, puis ça finissait par fonctionner, puis ou tu sais, de retrouver des traces de pas plus fraîches. Est-ce que, je veux dire, on le sait tous dans une course, on s'est tous déjà perdus dans un ultra, ça amène une petite frustration. Après 30, 40, 50 heures, la fatigue, la douleur extrême, c'était-tu une source supplémentaire de frustration d'avoir, en plus, à autant chercher son parcours? La 3e fois que je me suis perdue, j'ai lâché prise. Le but, c'était d'arriver à la fin. Donc,
Moi, j'étais fixée sur on va le faire au complet, puis on va arriver à la fin. Puis, nous, on savait pas, mais éventuellement, nos balises ne fonctionnaient même plus. Puis, donc, là, je pense à tout à l'heure, je parlais d'Olivia, qui était assise en plein soleil dans le sable. Puis, à ce moment-là, je me rappelle d'avoir dit, veux-tu, qu'on appelle Jean-François, veux-tu appuyer sur ton bouton? Mais en fait, on serait peut-être resté là pendant 3 jours. Que le bouton marchait plus. Moi, j'ajouterais un petit détail sur Vanessa qui s'est perdue quand même. On a dit qu'elle a fait du jardinage pendant 3 heures, perdue dans la montagne. Puis elle a raconté, heureusement, Vanessa parlait espagnol. Donc, à un moment, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier qu'elle avait besoin d'aide. Et puis, il y avait une petite maison, parce que les maisons des Raramuri sont toutes éloignées les unes des autres, hein, c'est vraiment particulier. Puis même, de temps en temps, j'avais l'impression que c'était un peu comme des nids d'aigles, hein. Ils étaient à flanc de montagne, c'était vraiment fou. Puis là, il y avait une petite maison, et puis les femmes Raramuri l'ont aidé, donc l'ont aidé à retrouver son chemin. Donc ça a été une belle rencontre pour elle. C'est heureusement, Vanessa a parlé espagnol, là, qu'elle a été très choyée avec cette aventure-là. Gérard aussi, le dernier qui a terminé, lui s'est fait aider par des femmes Raramuri aussi, il était complètement perdu, il a pris le dernier chemin mais à l'envers, puis à un moment il entendait des voix, vu que c'est à flanc de falaise, il entendait des voix au-dessus, donc il a appelé, mais est-ce qu'il pouvait rejoindre au-dessus? Il savait pas, mais les femmes Raramuri qui étaient au-dessus, elles savaient comment descendre, donc elles sont allées à sa rencontre, puis il était mort de rire, puis ils lui ont indiqué comment rentrer finalement. Mais donc tu tombes toujours sur quelqu'un dans ces coins-là au milieu de nulle part, puis effectivement. Ah, nous aussi on a croisé des enfants. Ouais, ah, en oui? fait, ouais. Puis là, Olivia, les enfants pointaient, mais elle parlait vraiment vraiment bien espagnol aussi, puis là il y avait la fatigue, puis mais pourquoi vous me l'avez pas dit que c'est par là? C'est un peuple coureur, mais je vous entends, c'est un peuple aussi moqueur, rieur, dans le bon sens, dans le sens positif du terme. Il semble être un peuple qui, toutes les histoires qu'il veut raconter sont là, puis ils rient, puis ils sont dans la légèreté. On les amuse. À un moment, on a débarqué chez des gens, parce qu'on a raté un embranchement. Perdu, encore une fois. On a raté de 50 mètres. Maintenant, on est arrivé chez les gens, puis ils nous regardaient arriver, en souriant, puis ils nous ont laissé continuer un petit moment, puis à un moment, ils nous ont appelés pour dire... C'est par là. C'était beau, hein, je les revois, ils étaient assis dans leur jardin, toute la petite famille avec bien sûr leurs costumes traditionnels, plein de couleurs, les robes qui sont magnifiques. Puis ils étaient juste assis en train de prendre du bon temps, hein. Tu sais, je pense que si on avait une image à donner des Raramuri, c'est que c'est des gens qui sont capables de s'asseoir pendant des heures et de ne faire rien d'autre chose que de regarder le paysage. Moi, j'aimerais être dans leur tête pour voir à quoi ils pensent. D'après moi, ça doit être des super poètes, là, ces gens. Oui. Mais tu sais, ici, en Occident, on est surstimulé, tu sais. Je veux dire, on est assis en ce moment, il y a plus d'ordinateurs sur la table qu'il y a d'humains, mais je veux dire, eux, ils ont peut-être cette capacité-là parce que peut-être qu'ils n'ont pas connu ça, puis c'est une qualité exceptionnelle. Ils sont chanceux peut-être de pas avoir connu ça. Ça nous apporte plein de positifs, mais plein de négatifs. Eux, comme tu dis, combien de personnes sont capables de s'asseoir puis d'observer pendant des heures la vie qui passe? Ils sont pas en voyage puis ils voient de quoi de nouveau, ils sont devant chez eux, ils sont dans leur quotidien, ils sont capables de prendre ce temps-là, de se poser. C'est assez exceptionnel. Oui, il y a une qualité de présence. Les 2 premiers Raramuri qui sont arrivés, donc c'est Celestino et son frère, dont j'ai oublié le nom. Donc c'est les seuls qui ont couru en sandales. Eux, ils sont arrivés la veille, le matin, et ils sont restés assis toute la journée à ne rien faire. De notre point de vue, en tout cas, ils attendaient. Ils ont attendu toute la journée. En souriant, le petit. En regardant. La seule fois où il s'est levé, c'est parce qu'on l'a appelé pour qu'il m'aide à attacher les sandales, où là, ça l'a bien amusé, puis après, il est retourné s'asseoir, il est resté assis encore pendant des heures. C'est peut-être ça le taper aussi, hein. C'est la pause physique, mais peut-être la pause mentale, hein. Ouais. Des fois, notre taper, c'est le moment où on est le plus surstimulé parce que on court moins, donc on fait plus de Netflix ou je sais pas quoi. Eux, ils ont cette capacité-là, pré-course à... C'est magnifique. Pour nous, c'est incompréhensible. Ouais. Ils font rien. Ils font rien. Ils attendent. Ben, c'est une qualité qu'ils ont. Ils ont une chance, je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense qu'ils ont su justement apprécier le moment, puis ils ont su se développer comme peuple en demeurant à ça. Puis peut-être que le fait qu'ils vivent reclus, peut-être que ça fait partie de ça aussi. Ça rejoint ce que je disais, c'était Daniel Lieberman, qui est beaucoup cité dans Born to Run.
donc qui est chercheur au MIT à Boston. Lui, il a écrit un deuxième livre pour démolir, pas démolir, le mot est trop fort. Relativiser. Oui, relativiser un petit peu, le livre est pas juste sur ça, mais relativiser un petit peu ce qui est dit dans Born to Run, c'est comme on est fait pour courir, puis les Raramuri sont des surhommes, puis etc. Ce qui est évidemment pas le cas, c'est-à-dire ils souffrent comme nous, ils ont eu mal aux pieds, il y en a qui sont perdus, il y en a qui ont abandonné, c'est-à-dire ils sont comme nous, même s'ils sont habitués. Puis, il expliquait justement les niveaux d'activité des tribus qui vivent selon encore un mode traditionnel. Puis les Raramuri font exactement ça, c'est-à-dire quand il n'y a rien à faire, ils font rien. Ils passent la plupart du temps à attendre parce que c'est une façon d'économiser l'énergie, son effort. C'est comme s'il n'y a rien à faire. Pourquoi faire quelque chose? Ce que nous, on a clairement oublié, c'est qu'il faut toujours qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester immobile. Eux, ils vivent de manière traditionnelle, c'est-à-dire s'il n'y a rien à faire, ils attendent. Donc on l'a vu, puis c'est très surprenant à voir, puis ça nous déstabilise, mais eux, ils vivent ça comme 100%. La plupart du fois, on les voyait ne rien faire. Mais moi, j'ajouterais une bémol en disant que, par contre, quand ils faisaient quelque chose, ils faisaient. Je me souviens tout le temps de la fois où j'ai vu les enfants. Tu te souviens quand les enfants sont descendus des montagnes le matin pour se rendre à l'école, les petits en train de courir, mais c'était si beau, parce que pour se déplacer, bien sûr, dans leur culture, ça se fait en courant. Tout naturellement en courant. C'était, moi, c'est venu chercher une partie de moi parce que je me suis dit, hey Anne, en réalité, toi aussi, t'es une Raramuri parce que j'ai toujours envie de me déplacer en courant. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Moi, j'irais à l'épicerie en courant, puis je me suis reconnue en eux, j'ai dit, c'est normal, Anne. C'est plus le fun, puis c'est plus rapide. Oui. Moi, je me rappelle, une fois, je parlais avec un ami, puis j'ai sorti cette citation-là sans avoir l'impression d'être en train de sortir une citation. Mais, tu sais, je disais, mettons, me rendre à l'épicerie, j'habitais avant en ville à Québec, puis j'étais à, mettons, 500 mètres. Mais si je le marche, ça va moins vite que si je cours. Courir, ça va plus vite que marcher. Puis c'est pas dans une optique de je vais aller plus vite, c'est bien plus agréable. Fun, c'est niaiseux de même. Mais c'est beau de voir qu'ils ont cette capacité-là, puis je pense qu'on l'a perdu peut-être... avec les décennies, les siècles de vivre en société, mais eux vivent aussi en société d'une autre façon, mais ils ont gardé cette capacité-là d'être capable de rien faire. C'est une très belle qualité. On aimerait ça être capable de rien faire parfois, souvent. Ouais, on l'a clairement oublié. On a parlé de la course d'Isabelle. La vôtre a été un peu différente, tout aussi intéressante. J'ai le goût de vous entendre sur ce 50 km-là qui semble avoir été un 50 km marquant. Ouais. Comment raconter cette course-là? Moi, j'ai le goût de raconter juste les beaux moments qu'on a vécus parce que, tu sais, de courir dans des ravins, c'est sûr que ça demande beaucoup de technique, mais en même temps, le paysage était formidable, était si beau. Tu te souviens quand on a croisé, par exemple, le rocher percé, j'avais l'impression qu'il y avait un rocher percé dans la montagne. Hein? Ouais, il y avait des arches naturelles à un moment, on passe dedans. Qui était vraiment formidable. Puis il y avait aussi toute cette petite maison-là qui était toujours cachée, soit en hauteur ou soit dans le fond, vraiment en profondeur, ou encore carrément, il y avait des maisons qui étaient sur les sentiers. Donc le sentier était très, très, très étroit. Puis tout d'un coup, tu croisais une maison qui était installée là, sur le sentier. J'ai trouvé ça tellement impressionnant. C'était un paysage qui vraiment qui m'a mis à bout de souffle, qui m'a charmé. C'était vraiment une belle aventure pour ça. Il y a eu le moment où on était très épuisés, puis on se disait il y a une rivière. Il paraît qu'il y a une rivière quelque part, mais on la voyait juste jamais. Puis là, on est passé, il y avait une genre de grotte. Puis on dit que les Raramuri ont des maisons dans les grottes, hein, c'est un mythe. Et puis on s'est dit on pourrait se reposer là. Puis finalement, il y avait les vaches qui utilisaient cet endroit-là plus pour leurs besoins, fait que c'était plein de bouses de vaches. Fait on n'a pas dormi là, mais on a fini par dormir au bord de la rivière, sur un petit coin de sable magnifique. On était couchés là, puis on avait les étoiles. Je pense que j'ai jamais vu autant d'étoiles. C'était tellement féerique. Fait que c'est ça, il y a eu plein de tellement beaux moments. C'était jusqu'à ce qu'on se fasse déranger par Théo. Ah oui. Parce qu'on a essayé de dormir, donc là on était en plein milieu de la nuit. On s'est arrêté à peu près 45 minutes, 1 heure.
On essayait de dormir. Là, t'avais ton sac de couchage. Moi, je voulais pas en prendre. Elle en a pris un. C'était une bonne décision pour dormir sur le sable. Puis on s'est fait réveiller par un Français qui, lui, était complètement perdu. Ouais. Donc, était totalement désorienté, qu'on avait laissé avant. On l'avait doublé. Puis, il avait dit, quand vous arriverez au CP2, prévenez qu'ils viennent me chercher. Sauf qu'on était 10 heures plus tard, puis on n'était toujours pas arrivé au CP2. On était au fond du canyon. Il fallait remonter. Donc, lui, il a fini par nous rejoindre avant qu'on prévienne qu'il voulait plus avancer. Puis, mais là, lui, était complètement désorienté. Il avait soif, d'ailleurs. Il était très déshydraté. Ouais. Puis, ça a été d'ailleurs une autre... justement, on parlait tout à l'heure de ceux qui se perdaient, puis etc. Lui, Théo, on pensait que c'était le dernier, derrière nous. C'était pas le dernier, mais nous, on le savait pas. Puis là, on l'a accompagné, essayer de, justement, continuer à suivre la rivière, traverser la rivière, puis ensuite monter vers le CP2. Puis à un moment, quand on s'est dit, bon là, on monte, le sentier était assez évident. On a pris notre rythme, on a laissé Théo derrière. On est arrivé au CP2. Puis là, on s'était dit, à ce moment-là, à cause de la chaleur, la déshydratation, etc., que, OK, on a fait 50 et quelques kilomètres, ça suffit. On arrête là. Puis on va attendre que Théo arrive. Donc Anne a essayé de dormir. Tu n'y arrivais pas parce que tu étais nerveuse. Moi, j'arrivais pas à dormir non plus parce qu'on se demandait. Où est Théo? Où est Théo? Ouais. Alors moi, il y a un coureur qui arrive. Mais c'était pas Théo. C'était Gérard. Ouais, non, c'était pas Gérard. Non, c'était Bernard. Ouais. C'était Bernard. Bernard arrive. Là, mais c'est qui Bernard? On n'a pas vu de Bernard. Donc Bernard était encore loin derrière nous. Il était parti hors délai du CP1. Il venait d'arriver. Puis là, on demande à Bernard, mais est-ce que tu as vu Théo? Puis Gérard qui était derrière toi? Comme non. Puis il était suivi par les deux fermeurs qui étaient deux Raramuri avec une mule. Donc, puis ils avaient vu personne. Mais ils sont où? Parce que on savait qu'on pouvait se perdre, mais là on est en pleine nuit. Pas de réseau, pas rien. Pas de réseau, rien. Les balises fonctionnaient plus. Puis là, c'est OK, on est en train de... Théo, il manque, Théo, il manque. Ouais, puis quelques kilomètres avant, on avait croisé donc les narcotrafiquants avec leur champ de pavots. Puis là, donc tout le monde sait que tout le monde est là, mais t'es dans un environnement où tu te dis ils peuvent se perdre, on sait pas où est-ce qu'ils vont tomber, ils savent pas où ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, plusieurs heures plus tard, Théo a fini par arriver. Parce qu'avant de monter au CP2, on montait, puis à un moment, il y avait un embranchement. À gauche, CP2, à droite, CP3. Quand tu montais au CP2, tu montes, puis après, tu redescendais. Théo était tellement désorienté que la pancarte, celle-ci était claire. Il l'a pas vue. Donc, il a pris, évidemment, à droite. Puis, il s'est rendu compte en cours de route, en croisant je sais plus qui, ou en étant attrapé, que je suis pas dans la bonne direction. Puis plutôt que de continuer au CP3, il a décidé de faire demi-tour, puis de revenir jusqu'au CP2. Donc là, on l'a vu. Donc, Théo est enfin arrivé. Au petit matin. Ouais. Mais où est Gérard? Il en manquait toujours un. Qui lui est allé directement au CP3 finalement. Mais ça, pendant des heures et des heures et des heures, on s'inquiétait. On attendait que tout le monde arrive, de savoir où sont les derniers pour nous. Vu qu'on avait décidé d'abandonner au CP2 pour qu'il finalement il ramasse toutes les affaires puis qu'il nous ramène au départ, sachant que la route allait prendre 6 heures de route pour sortir de là et refaire tout le tour du canyon. Donc c'est le genre de choses que normalement on vit pas dans une course. Les gens se perdent, mais se perdre à Arikana, tu te perds pas très très longtemps. Se perdre à Bromont, si tu te perds à Bromont, tu vas vite trouver quelqu'un, puis tu vas tomber sur le terrain d'un propriétaire qui va t'envoyer à bonne place. Mais là-bas, se perdre, ça peut durer longtemps. Quand t'as plus d'eau, moi c'est ce que je pensais. Je me souviens à quel point Théo était déshydraté, à quel point on avait essayé par tout le moyen de lui donner le plus d'eau possible. Hein? Il y en a deux comme ça qu'on a croisés, qu'on leur a donné de l'eau, puis on s'en faisait, puis... Puis c'est ça, mais moi, quand j'ai vu au petit matin Théo arriver, là, j'étais là, bien sûr, j'avais pas dormi, je braillais ma vie parce que je pensais qu'il était mort. Après ça, je pleurais parce que finalement, il était pas mort, il était vivant, puis il était là, puis comment ça, on l'avait laissé derrière, puis après ça, Gérard, que lui, arrivait pas, il était où, lui, puis j'en avais des émotions, hein. C'est pas que dans la course qu'on vit des émotions, c'est quand on arrête aussi, puis là, on s'inquiète pour ceux qui n'y arrivent pas, puis c'est ça. Puis c'est ça que on s'est fait la remarque, parce qu'on n'a pas vu les 190 km de parcours. On a vu 50 et quelques. Apparemment, c'était la plus belle partie. Donc, jusqu'au CP3, ça aurait été très beau aussi. On l'a pas vu, mais bon, c'est pas grave. On a vu la rivière, on a vu les canyons. Donc, on a vu ce qu'on voulait voir. Mais on a vu aussi l'envers du décor. Donc, justement, comment les ravitaux étaient organisés. On a vu les fermeurs avec la mule. Donc, c'est
il y a pas de mule ici pour fermer. Hein, Non, on n'a pas de fermeur avec des mules au Québec. Non, donc ça, puis c'était... On lance l'idée à Gilles Poulain, Jean-François Tappe, si Ah ouais. Il vous était plaît. d'ailleurs très relax, les fermeurs, hein. D'après Girard, il disait, il était tout le temps en train de festoyer, il faisait des feux au bord de la rivière. Petite anecdote vis-à-vis des fermeurs d'ailleurs, parce que justement, t'es dans un environnement culturel très différent. Puis Jean-François Tantin disait justement les deux fermeurs. Donc il avait téléphoné, c'était Raphaëla, je pense, qui organisait. Puis là, il téléphone à Raphaëla qui est au CP1, qui est donc une Raramuri. Puis il dit bon, les fermeurs, est-ce qu'ils sont là? C'est comme oui, ils se préparent, ils partent dans 10 minutes. Très bien. Puis là, finalement, 10 minutes devient 45 minutes, mais il dit il faut surtout pas les rappeler parce que sinon ils peuvent juste décider de pas y aller. Donc, comme 10 minutes, 45 minutes, là-bas, c'est pas important, mais t'as demandé un truc, ils vont le faire. Peut-être. Peut-être pas. Mais là, finalement, ils l'ont fait, mais à leur rythme, et puis surtout, tu les laisses tranquilles. Donc là, c'est également un choc culturel où nous, il faut que les choses soient faites. Oui. Quand tu dis 10 minutes, si c'est 11 minutes, ça passe, mais c'est pas 45. Puis si tu dis que t'es là, t'es là. Tu décides pas au dernier moment de, finalement, ça me tente pas, je viendrai pas. Surtout pour fermer une course. Mais là-bas, ça fait partie des aléas possibles. Donc, mais ils étaient là, puis après, à un moment, il fallait les renvoyer pour qu'ils fassent le trajet entre le 2 et le 3 pour ramasser tout le monde. Ils se préparent, hein, lentement, ils repréparent la mule, puis à un moment, ils y vont, mais quand? Bon, quand ils seront prêts. Donc on a vu comme ça tout l'envers du décor, puis on a vu aussi des difficultés pour justement atteindre le CP2. Parce que là, on est dans un environnement... Nous, on a traversé le canyon à pied, mais en voiture, tu traverses pas le canyon. Faut que tu fasses tout le tour. Puis c'était stressant. Tu te souviens quand on a posé la question à celui qui a dessiné le tracé, le matin, on se réveille, puis Johan discute avec lui, puis il nous montre au loin le sentier, comment tout ce qu'on a parcouru, comment c'était fou, puis on regarde, puis on fait comme wow. Puis là, à un moment, il se retourne, puis il nous dit... Dis donc, comment il a dit ça? C'était vraiment horrible, là. Il a dit comme... C'est toi qui lui as donné les mots avec ce que tu avais lu dans ton bouquin. Ouais, il dit, moi, je ne ferai jamais ce que vous avez fait. It's madness. Puis là, je le regarde, puis je fais, OK, donc tu es diabolique si tu nous as fait faire ça. Puis là, il y avait un rire, là, en coin, ils nous en a regardé, là, puis... Yes, madness. Il a choisi le parcours, mais il le ferait pas. Non. Ouais, il le fait en randonnée, donc pour tracer le parcours, mais à la course, il dit c'est n'importe quoi là, mais il nous montrait véritablement là. Puis on n'avait pas l'impression parce qu'on a fait que 50 km. Donc c'est bien, mais en même temps par rapport à l'ampleur de ce qu'on pouvait faire. Mais quand il nous montrait d'où on était parti, puis en fait on voyait du CP2, on voyait le CP1. Donc puis entre les deux, il y avait 20 km. Ouais. C'était pas mais on voyait comme au loin un sommet parce qu'on était sur un plateau, puis il dit bon là-haut, c'est le CP1. Puis là on voyait entre les deux n'importe quoi, comme les canyons, puis on a traversé ça. Puis juste ça, c'était 20 km, mais il nous a fallu combien d'heures? Je me souviens plus, en tout cas c'était horriblement long, parce que ok, c'est 20 km ici, c'est quelque chose. Puis là on le voyait vraiment étalé sous nos yeux, puis il nous en serait resté quelque chose comme 140 là-dedans. Wow. Une chance que les derniers étaient plus plats, d'après ce que t'as vécu, là, un peu moins intéressant, mais... Du CP 4 au CP 5, ouais, la première partie, ouais, c'est de la route, là. OK. Ça amène d'autres défis, mais ouais. Et là. Vous nous avez fait une petite frousse parce que, tu sais, quand des Québécois font des courses, on l'a vu là, la semaine passée, le Québec au complet, on dirait qu'il était derrière Stephanie Simpson et son Cocodona à 250. Je pense que quand des coureurs, des coureuses de notre communauté vont faire des courses à l'international, on les suit. Parfois, c'est facile parce qu'il y a des updates sur Twitter, il y a des streaming, peu importe. D'autres fois, c'est un peu plus difficile. C'est rentré au compte-gouttes les infos, mais on savait que vous étiez là, on essayait de vous suivre. À un moment donné, on a vu la photo popper. Isabelle a terminé, 2e place. OK, yes! Puis à un moment donné, quelques jours plus tôt, ou un jour plus tôt, on a vu une photo popper. On l'a partagé. Moi, quand j'ai vu ça qu'elle n'est pas sortie du bois, je me dis, les gens veulent des updates. Les gens m'écrivaient, qu'est-ce qui arrive avec eux? J'ai aucune idée. Je suis pas là avec eux autres. Pas parce que je suis capable de vous donner des updates de la Western States que je suis capable de vous donner des updates de l'Ultra Run Raramuri dans le fond des canyons. Entre nous. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, il y a une photo qui est popée. Et là, on voit un hélicoptère. Vous annoncez, je pense que tu avais annoncé que vous avez décidé d'arrêter à ce moment-là.
Et après ça, la photo n'existe plus. Mhm. Facebook l'a supprimée. Non, c'est nous qui l'avons supprimé. C'est vous qui l'avez Ouais. supprimé, parce que Ouais. moi, j'ai partagé ta photo sur Instagram et on m'a bloqué Twitter pendant 1 heure. Là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais, Pour moi, vrai? Twitter pas Twitter, excusez, Instagram m'a bloqué la photo parce qu'il y avait présence d'armes que j'avais même pas vu. Moi, je voyais un hélicoptère. Bref. On l'avait supprimé avant, volontairement, mais... Faut dire ouais. que oui, je me Qu'est-ce qui suis s'est passé avec cette empressée. photo-là? Oui, ben, En fait, il y a cette situation-là. je pense qu'on va d'abord raconter qu'on était là avec une équipe de tournage. Oui. Donc, étant donné que la course a été plus courte que prévu, il manquait d'images. Donc, il manquait d'images de nous en train de courir. Donc, on s'est dit, OK, c'est pas grave, le matin, très tôt, on va se lever puis on va aller courir au lever de soleil dans les Fait que canyons. ça, c'est le lendemain de l'histoire que vous racontez au CP2. C'est le lendemain Oui, ok. de la fin de notre course. OK. Donc, on se lève très tôt, on s'habille exactement avec nos vieux vêtements sales qu'on avait portés pour la course. Les mêmes sandales, un peu ensanglantées. Mhm. Et puis, on part avec l'équipe de tournage et puis on commence à filmer près des ravins. C'était magnifique, le soleil se levait, puis c'était féerique, ça se pouvait pas comment c'était beau. Puis là, Jérôme qui était très motivé, fait, ah oui, puis là on va vous prendre avec le drone juste à flanc de montagne, à tel endroit. Puis là, au moment où on est à flanc de montagne, puis là je vois tout d'un coup, il y a un gros bruit, puis je vois comme un hélicoptère qui fait un tour autour de moi. Puis les gars, ils ont toutes leurs grosses caméras, puis tu sais, je soupçonne que de loin, des caméras, ça peut peut-être ressembler à des armes. Mhm. Puis là, moi, quand j'ai vu l'hélicoptère, comme je regarde l'hélicoptère, puis j'ai vu beaucoup de films, puis j'ai vu ça, c'est pas un hélicoptère civil. C'est comme ça m'a remis tout de suite dans les films américains. C'était un hélicoptère, donc les Black Hawk, là qui passe. Comme là, c'est pas un truc de touriste, là, c'est un truc de l'armée où on sait pas. Puis on est dans une zone donc très mouvante. D'ailleurs, il y a du trafic de drogue, il y a des champs de pavots. On voit là, même juste quand on était à Chihuahua, il y avait des camions de la garde nationale. Est-ce que tu as vu le film Sicario? Ouais. Ouais. Les gens sont armés en ville. Ils sont armés, donc tu as l'espèce de pick-up avec le gars de la garde nationale en arrière, puis l'autre qui est debout avec son espèce de canon mitrailleur sur le dessus. Donc ça en pleine ville. Donc c'est comme tu es dans une ambiance déjà différente. Puis ça, c'est le quotidien, c'est normal. T'en vois une fois de temps en temps. Puis là, à un moment, t'as un hélicoptère de l'armée mexicaine, parce qu'il se trouve que c'était ça, qui à un moment te tourne autour. Oui. Il faut dire aussi le contexte. Je vais mettre l'accent sur le contexte. Moi, j'avais entendu la veille Jean-François qui avait raconté qu'il avait, en pleine nuit, il s'était empressé de prendre son véhicule pour arriver au fil d'arrivée, pour pouvoir filmer le premier, puis féliciter le premier coureur qui allait arriver. Fait qu'il a été obligé, pendant la nuit, de circuler. Alors que normalement, on peut pas circuler durant la nuit en voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a des trafiquants de drogue un peu partout, c'est dangereux. Alors, il s'est fait arrêter par des trafiquants. Puis je pense qu'il me racontait, il m'a dit, j'ai pris une bonne décision parce qu'au départ, il y avait une fille qui voulait embarquer dans la voiture avec lui. Puis il avait dit à la conjointe d'un des coureurs, non, embarque pas dans la voiture avec moi, je pense que c'est trop dangereux. Puis effectivement, quand il a été arrêté, il a dû baisser les fenêtres. Et puis là, les trafiquants de drogue ont dit et ont regardé. Mais Jean-François, l'organisateur, était comme, vraiment, il avait peur. Il regardait à l'intérieur voir s'il y avait rien, puis ils l'ont laissé aller. Ouais, Mais la voiture avait été aux couleurs de la course, puis Ouais. tout le monde est au courant que tout le monde est là. Une cohabitation qui est là. Ils étaient pas surpris, les trafiquants de drogue, qu'on soit là. Nous, on n'est pas surpris qu'il y en ait. Tout le monde sait qu'il y en a. Sauf que ça fait partie des règles de pas circuler en voiture. et Donc voilà. il a enfreint les règles. Mais au bout de 5 minutes tendues, finalement, ils ont laissé passer, puis il s'est rien passé. Mais Oui, c'est ça. Donc déjà au départ, on avait entendu des histoires comme ça, fait qu'on était un peu dans un mood où on se posait des questions. Puis là, quand on voit enfin l'hélicoptère qui finalement nous encercle, qui pointe s'approche, un laser vert vers nous. oui, qui pointait un laser vert. Moi, je les ai vus carrément. Tu sais, la porte était ouverte, puis là, je voyais le laser qui faisait comme ça sur nous. Là, je me suis mis à avoir tellement peur. Là, je regarde l'équipe de tournage. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y en a un, Martin, qui lui a déjà été en zone de guerre, puis qui nous a dit, levez les bras dans les airs, montrez que vous avez pas d'armes. Puis là, on a tous les bras dans les airs, puis là,
il y a un nuage de poussière qui nous entoure, puis l'hélicoptère qui tranquillement se pose. Puis là, on se regarde, puis on fait « OK, qui va leur parler? » Ouais. C'est là où je me suis retrouvé plus ou moins à faire l'interface, non pas entre moi puis l'armée mexicaine, mais c'était moi au nom des autres Québécois avec le chauffeur de l'équipe de tournage qui, lui, parlait espagnol, parce que lui parlait juste espagnol, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puis il faut qu'on aille leur parler, puis qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, donc, l'armée était apparemment était là en exercice, parce que après, on a parlé aux organisateurs qui ont des contacts aussi ailleurs, puis ils finissent toujours par avoir des infos. Apparemment, c'est une question vitale là-bas d'être bien connecté pour savoir un peu ce qui se passe. Et donc, c'était l'armée mexicaine qui était en exercice, puis je pense qu'on était juste là au même endroit, au même moment. Ils venaient pas pour nous, ils ont vu tout de suite qu'on était des touristes, mais ils avaient prévu d'atterrir là parce que c'est un endroit où il y a un grand stationnement, c'est un endroit où il y a un parc aventure avec une tyrolienne, et tout, donc ils avaient prévu d'atterrir là. Puis Martin, qui a de l'expérience, a dit probablement que c'était juste leur protocole de tourner autour pour s'assurer que la zone est sûre. Puis il se trouve que nous, on était là. Mais nous, on se faire atterrir dessus par... Vous n'étiez pas au courant que c'était un exercice à ce moment-là. Nous, se faire atterrir dessus par un Black Hawk de l'armée mexicaine, de la marine, on savait pas quoi faire. Donc ils nous ont juste dit finalement, non, tournez pas ici, allez un petit peu plus loin, à l'autre hôtel plus loin où il y a des belles falaises aussi. Puis ça s'est arrêté là. Mais... quand tu te fais tourner autour par un hélicoptère de l'armée puis qui te pointe des lasers vers toi, bon, je sais pas quoi faire. C'était pas vraiment prévu comme ça. Mais il y avait eu aussi l'assassinat. Tu sais qu'il y avait une tentative d'assassinat pendant la nuit aussi. Apparemment, mais ça fait partie des informations qu'on a entendues, mais est-ce que c'était vrai? Apparemment, il y aurait eu une tentative d'assassinat par les narcotrafiquants sur un préfet. Ils n'ont tué que le garde du corps. Là-bas, ça fait partie de... Ça arrive. Il y a l'ultramarathon qu'à Bahia Blanco avait été annulé il y a quelques années pour des raisons similaires où ils avaient enlevé plusieurs policiers, ils avaient décapité. Ça avait beaucoup plus bougé dans cet ultramarathon-là que pendant le nôtre et ça fait partie de ce qui peut arriver. Puis l'organisateur nous a dit, ici c'est calme quand les canyons n'appartiennent qu'à un seul cartel. Déjà. Ça, c'est sans compter la garde nationale, puis l'armée qui peuvent se mêler de quelque chose. Donc, je comparais ça, pour nous, c'est absurde, ou ça paraît très impressionnant, mais c'est la même chose que les feux de forêt qu'il peut y avoir en Californie, qui peuvent annuler une course, ou les inondations comme il y avait eu pour la Transmartinique. Là, ça peut être un moment, ça bouge dans la région. Puis tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, être coincé entre les deux parce qu'ils s'intéressent pas à nous. Non, c'est ça. Ils s'en foutent. Non, on fait juste passer. Puis d'ailleurs, courir la nuit, c'est autorisé. OK. Ils veulent pas de voiture, mais on passe à côté des champs de pavots. Tout le monde sait qu'on est là. On fait semblant de rien voir, puis on continue. Donc, on les intéresse pas, puis on s'intéresse pas à ce qu'ils font non plus. Aviez-vous été briefé par ça? Parce que je veux dire, courir dans des champs de pavots, c'est pas quelque chose qu'on est habitué ici. On traverse des champs de maïs peut-être, mais là, c'est une autre qualité. Vous aviez eu des règles claires quand même? Oui. Oui, puis c'était un peu à la... sous forme de plaisanterie. Ils disaient, vous allez voir, il y a de jolis coquelicots rouges, ne les prenez pas en photo. OK. Donc, c'était ça. C'était la consigne. Au moins, c'est plus de peur que de mal. Quand on a vu ça popper, là, les gens se parlaient, qu'est-ce qui se passe dans cet ultramarathon? Puis on a supprimé l'image parce que c'est justement, tant qu'on est sur place, c'est plus délicat parce que on sait pas exactement ce qui se passe, c'est-à-dire c'est quoi le contexte. Puis probablement aussi que le gouvernement mexicain, comme tout le monde sait, comme tu vas sur le site du Tourisme Canada, la liste d'avertissements pour la région de Chihuahua est assez longue. Donc ils découragent tout voyage non essentiel. Aller courir un ultramarathon, c'est pas exactement essentiel, mais on y allait pareil. Mais c'est comme les avertissements en rouge, il y en a toute une liste incluant enlèvement, demande de rançon, assassinat. Tout est là. C'est comme... OK, mais ça veut pas dire que c'est la guerre ouverte. Non, c'est ça. Donc ça fait partie, il y a des règles du jeu à respecter, mais disons que c'est différent. Mais on a supprimé la photo parce que justement... tu rentres dans des sensibilités quasiment politiques, diplomatiques, si t'en parles sans trop savoir alors que t'es sur place, mais au final, Born to Run parle des trafiquants de drogue
ouvertement. Ouais. Il y a même un des personnages, des protagonistes qui à un moment est assassiné, comme ça fait partie de la vie de la région là pour le. Puis c'est aussi les Raramuri eux-mêmes sont exploités de par leur pauvreté par les trafiquants de drogue ou par des agents plus ou moins véreux qui leur font mettre des chaussures plutôt que des sandales. Donc eux sont les premières victimes et sont en plein dedans. Donc tu sais, on parlait tantôt des rencontres culturelles de ces gens-là qui savent comment apprécier la vie d'une façon différente. Avez-vous senti quand même que leur vie est changée, que leur vie a une modernité? Parce qu'on parle de certains coureurs avec des espadrilles dans les pieds, mais au-delà de ça, les gens que vous avez croisés sur le parcours, les gens avec qui vous avez connecté, avez-vous senti ça ou vous sentez vraiment qu'ils ont réussi à rester authentiques à ce qu'ils sont, puis il y en a peut-être sur le lot qui se sont fait donner une coupe de paires d'espadrilles? Moi, ce que j'ai vu qui m'a surpris, c'est que les maisons sont vraiment très isolées, je l'ai dit. Il n'y a pas grand-chose non plus, c'est de toutes petites maisons avec très peu de matériel, mais à certains endroits, on voyait des panneaux solaires. Donc, des panneaux solaires qui servent peut-être à écouter la télévision ou avoir un ordinateur, je sais pas. Mais ça c'était surprenant. On a vu quand même aussi certains Raramuri avec des téléphones, hein? Ouais. mais ils sont extrêmement pauvres. Puis leur possibilité de sortir de là, ils parlent même pas l'espagnol la plupart. C'est ça. Donc je sais plus qui me racontait ça, mais justement, des fois il y a même quelques-uns qui ont la chance de parler espagnol et peut-être de travailler ou d'établir un contact avec le reste du Mexique, à défaut de meilleurs mots, ont plus de possibilités de gagner un peu d'argent, mais ça déclenche une distorsion, parce que eux, tout d'un coup, sont favorisés de par leur accès au monde extérieur, et puis, tout d'un coup, ont plus d'argent que les autres, et là, ça crée des problèmes. Mais ça, c'est le problème de n'importe quelle population isolée, l'interface avec le monde extérieur. Puis, notre présence a des points positifs, c'est-à-dire on a apporté de l'argent, c'est-à-dire juste l'hôtel dans lequel on était pendant une semaine, c'est-à-dire on fait vivre la communauté, mais les coureurs qui étaient là faisaient ça pour l'argent. Donc on peut pas leur en vouloir, et c'est un ascenseur social potentiel, mais avec tout ce que ça amène de négatif aussi, c'est-à-dire ils s'intéressaient pas à nous, c'est-à-dire ils venaient pour avoir leurs pesos, puis après ils s'en vont, c'est-à-dire qu'on soit là, ça les intéresse uniquement parce qu'on apporte de l'argent. Ouais. Sentez-vous qu'ils sont reclus par choix, par culture, par désir de rester dans les canyons qui sont les leurs, ou sont là par obligation parce qu'ils ne parlent pas la langue du reste du pays, parce qu'ils sont pris dans cette pauvreté-là? Je pense qu'ils choisissent le type de pauvreté qu'ils préfèrent peut-être, parce qu'entre être pauvre en ville, puis dans la pollution, puis le bruit, ou être pauvre dans le silence, la campagne, d'après moi, ça doit être plus bucolique, d'être pauvre caché dans ces montagnes-là. Moi, j'ai un regret par rapport au fait que j'aurais voulu courir avec des femmes Raramuri, puis quand on y a pensé, on s'est aperçu que, en fait, les femmes, elles ne peuvent peut-être pas courir comme elles le veulent parce qu'elles ont des responsabilités familiales, ou finalement, entre s'occuper des enfants ou aller courir, elles doivent s'occuper des enfants. Puis c'était triste. Puis ça, c'est aussi la pauvreté, hein. C'est avoir... C'est aussi que ça leur prenait une autorisation pour pouvoir partir. Oui, elle devait courir. Il y en a une qui devait venir avec nous. Puis ils savaient pas si elle allait être là, oui ou non. Puis finalement, elle devait courir avec son conjoint ou mari. Puis il devait la suivre. Il devait être là. Puis si lui, tout d'un coup, ça lui tentait pas d'être là, elle ne pouvait pas faire la course. Ça ressemble à ça. Qui disait, j'ai entendu, qu'elles ne pouvaient pas courir de très longues distances parce que sinon ça les éloignait trop longtemps de leur tâche familiale. Donc c'était des courses de 50 km ou moins. Okay. Donc c'est pas parce qu'elles sont pas capables, c'est parce que... Lorena, il y avait une possibilité qu'elle soit avec nous. Puis non, parce qu'elle a dépassé pas le 50 km. Puis dans Born to Run, il me semble que c'est là-dedans, j'ai lu que c'est ça. Elles ne peuvent pas courir aussi longtemps parce qu'elles sont 50 km, c'est le maximum. Là. Elles doivent s'occuper des enfants. Faut qu'elles soient à la maison. Ouais, c'est triste. Hein? Quand on s'était parlé, Isabelle, à l'épisode ensemble, tu m'avais parlé de ce projet-là d'aller à la rencontre de différents peuples pour qui la course fait partie de la culture. Je crois tu peux peut-être plus en parler. C'était le premier que tu rencontrais, ce peuple-là, les Raramuri, dans ce projet-là? Dans ce projet, oui, qui va se terminer normalement au printemps 2023, oui. OK.
Parle-moi de ce projet-là, ce que c'est, puis comment ça te nourrit pour la suite de faire cette première rencontre-là avec les Raramuri. Déjà, je pense que c'est le cas de probablement tous les participants. Là, on en a pour un certain temps intégré, même si c'est passé, puis même si on a le regard tourné vers les prochains objectifs. Je crois qu'il y a beaucoup de bagages, physique, mais émotionnel aussi, le contact culturel, la géographie, tout ça, en tout cas, mûri dans ma tête. Je crois que je suis pas la seule et dans mon cœur. Puis l'objectif pour moi à travers tout ça, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens puis des lieux, d'observer beaucoup. Puis ça amène justement toutes sortes d'émotions, de sensations. Et puis j'ai envie de témoigner de ce que j'ai observé. Puis je pense que j'avais pas prévu ça, mais je crois que le besoin est là de faire le parallèle avec nous les étrangers aussi, parce qu'on s'invite là-bas. Ça crée tout un décalage, là. C'est vraiment particulier. Puis je considère que c'est un privilège. C'est certain que c'est des choix qu'on fait. Puis c'est comme par rapport à ce projet où je veux, j'ai été là-bas, je veux aller vers mes racines qui sont plus vers le Nouveau-Brunswick avec les Premières Nations. Ensuite, ça s'est modifié un petit peu, mais j'ai fait le choix de retourner à La Réunion, donc établir, j'ai des contacts là-bas, avec les locaux, parce qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment natifs, même si c'est français, il y a quand même cette présence-là. Puis ensuite, ma dernière étape sera de me diriger au Népal, dans une communauté qui est probablement aussi éloignée que celle qu'on vient de visiter. Des gens qui ne reçoivent pas d'étrangers, mais je pense qu'il y a toujours une formidable richesse aussi dans la simplicité. Puis c'est pas parce que ces gens-là ne parlent pas beaucoup qu'il n'y a pas une tonne de trésors là, à découvrir à travers ça. Mais je trouve ça le fun aussi parce que je suppose que vous êtes des auteurs, j'en ai 3 dans la pièce, puis vous allez tous, à votre façon, à votre couleur, pouvoir témoigner de ce que vous avez vécu, peu importe si c'est dans un truc qui est proprement, qui est pas proprement, mais qui est directement aligné avec ce voyage-là ou dans une autre expérience, mais c'est ce qui est le fun, de pouvoir y mettre votre couleur, puis tu sais, je trouve que ce projet-là, j'ai l'impression que t'es la personne idéale pour le faire, je te lance cette fleur-là, mais tu sais, t'es quelqu'un qui on se connaît pas beaucoup, mais on se côtoie, on s'est vu, on connaît des gens en commun, puis je trouve que t'as une sorte d'hypersensibilité, d'être capable d'aller capter ces petites choses-là, pas besoin de s'asseoir puis de tenir une interview avec quelqu'un pendant 2 heures pour être capable de ressentir, de connaître, puis d'aller à la rencontre de ces peuples-là, puis de les mettre en lumière, mais à ta façon, dans le respect, oui, mais tout le monde qui va parler de ces peuples-là va le faire dans le respect, mais c'est ça, à ta couleur, j'ai vraiment hâte de lire ça. Je sais qu'on a le temps en masse d'ici là, mais j'ai extrêmement hâte de découvrir ce qui va ressortir de cette expérience-là. Merci. De votre côté, bon, pour revenir, parce que je pense que tu as un livre, Isabelle, aussi, qui s'en vient bientôt. De l'autre côté de la table, ben là, Anne, ça serait fou de parler aujourd'hui, de faire une entrevue, alors que t'as devant toi quelque chose que tu m'avais parlé quand on s'est parlé au printemps. C'est quand qu'on s'est parlé? C'était à l'épisode de 30 quelques. Non, c'était l'hiver dernier, pas l'hiver 2022, mais l'hiver 2021. Puis ça commençait à cheminer, puis il me semble à l'époque, t'avais déjà le titre en tête, mais là, ton livre paraît, au moment de l'épisode, va être paru depuis quelques jours. Au moment qu'on se parle, c'est imminent. Comment tu te sens à l'approche de ça? Ah, je suis très heureuse. Écrire un livre, c'est vraiment comme faire un ultramarathon. Il y a beaucoup de moments d'incertitude, il y a beaucoup de doutes. Hein. Et puis celui-ci, faut dire, j'avais obtenu beaucoup de bourses pour pouvoir le réaliser. Et puis c'est un deuxième jet. J'ai commencé par écrire un premier livre, finalement qui était vraiment pas bon, je l'ai mis de côté. Puis dans la même année qui devait être consacrée au projet d'écriture, j'ai écrit ce roman-là et je l'ai pondu très rapidement et avec toute l'intensité que j'avais envie d'y mettre. Donc enfin, ça raconte l'histoire d'une femme qui se libère à travers la course à pied. Et puis, c'est drôle parce que là, dans le fond, cette course-ci va nourrir sans doute un prochain projet d'écriture qui sera sur les femmes en endurance. Mm-hmm. Et puis, donc, encore une fois, je pense que je vais
j'aime exploiter l'idée que les femmes, et la course à pied est quelque chose de très particulier. Dans ce cas-ci, c'est l'histoire d'une femme qui va se libérer. Donc, elle a bientôt 50 ans, puis quand elle se met à courir, elle se met à penser, puis elle fait le ménage dans sa vie et elle va finalement renaître à travers la course à pied. Et puis, donc c'est ça, enfin, c'est disponible. Wow. Le sueur est un désir d'évaporation. La sueur est un désir d'évaporation, ouais. Paru chez Libre Expression, va paraître au moment où on se parle, mais très intéressant, la course à pied à travers une histoire. On a beaucoup lu de livres qui étaient plus documentaires. Là, il y a de quoi... En fait, c'est ce qui regroupe les trois aussi. Vous avez chacun posé votre regard d'auteur, d'autrice sur la course à pied, mais à travers votre couleur. Isabelle, ton recueil, tu lis les phrases, tu te dis, j'en ai déjà parlé, je l'ai mis dans le club de lecture, ce livre-là, je l'ai adoré, puis il y a un regard qui est unique, qui se démarque de ce qui se fait ailleurs en course à pied. Johan, ben, c'est tes aventures, on les vit, puis il y a que toi qui peux les raconter de cette façon-là, c'est toi qui les as vécues de l'intérieur. Puis Anne, ben là, un premier roman qui porte sur la course à pied, qui est quand même récent, c'est récent dans ta vie, la course à pied, ça fait pas 20 ans que tu cours. Oui, mais à travers une histoire qui est fictive, c'est extrêmement intéressant, ça va être c'est le fun. Le premier roman où, enfin, je m'autorise une voix qui est complètement différente de la mienne, c'est-à-dire que c'est un homme qui raconte l'histoire. Okay. Donc, c'est un homme qui voit sa femme se transformer. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est la première fois que je suis autant dans la fiction, là. C'est le fun. Johan, on sait que tu as fait paraître ton Odyssée il y a un peu plus d'un an suite à ta traversée Percé-Montréal. Est-ce qu'il y a des projets dans l'air en ce moment? Des projets. Ce qui est drôle, c'est que cette course, en fait, est plus, avec les rares Amaury, c'est plus une conséquence de ce livre-là. Parce que Jean-François Tintin nous a tous invités à cette course en fouillant sur Internet, en tombant sur nos profils. Puis c'est en tombant sur ma course en sandales qu'évidemment, il a été intéressé. Donc le livre a déclenché mon invitation à la course. Mais j'ai pas de projet lié à la course avec les rares Amaury en particulier. Quand j'y allais, j'avais zéro projet. Juste après la course, je me dis peut-être que j'aurais quand même des choses à dire. Puis là, maintenant, c'est comme, je vois pas ce que j'ajouterais à ce qui a été écrit dans Born to Run, par exemple. Dire qu'est-ce qu'on a vécu de vraiment si inédit. C'est-à-dire, on est rentré dans le livre, on a couru dans l'histoire du livre. Puis c'est assez spécial. Il faudrait que je relise le livre maintenant maintenant que j'ai vu les lieux. Par contre, j'ai d'autres projets pour l'année prochaine. Et puis cette course-là était un petit peu une sorte de test de plusieurs aspects techniques ou des aspects documentaires ou etc. Puis, mais le projet que j'ai en tête l'an prochain durait plusieurs mois. Donc là, j'ai juste fait 50 km, donc c'est un test qui est quand même relativement limité. Mais ça m'a pas découragé, malgré cet échec relatif, donc de me lancer. Donc ce sera en mars prochain, dans quelque chose de très grand. Mais même là, j'ai fait 2 livres. Et puis si j'en faisais un troisième... D'ailleurs, je voulais que le deuxième, on en a déjà parlé, est différent du premier. Le premier, c'était des textes de blog qui ont été rassemblés pour faire un livre. Le deuxième, c'était un livre que j'ai écrit du début à la fin, donc une forme différente. Le troisième, j'avais des idées. Ce serait plus un mix entre un récit puis peut-être un guide plus pratique sur la course à pied. Mais il faut que je vois est-ce que j'ai vraiment quelque chose à ajouter sur les techniques d'entraînement ou autres. Peut-être, je sais pas, c'est assez délicat. Ou sinon, j'ai l'idée de ne pas faire de livre et peut-être plus essayer de faire un documentaire. Donc, mais un documentaire d'une forme différente aussi de ce qui a été... Oui. Puis, c'est tout ce que je fais en ce moment par choix et un petit peu des fois par contrainte, mais les contraintes, on les utilise comme on peut. C'est-à-dire... Le livre, la plupart des photos sont les miennes. Donc, c'est-à-dire, je suis auteur et photographe. Donc, c'est pas des photos de professionnels, mais je me débrouille bien. Si je fais un documentaire, probablement que ce serait la même approche. C'est comme, oui, ce serait mieux au niveau technique de faire appel à un réalisateur avec du matériel professionnel, puis etc. Mais ce serait moins personnel que si j'essaie de tout faire moi-même. Donc, ce sera moins bon à la fin, mais j'aurai une voix qui ne peut pas, ou une approche qui ne peut pas être émulée si je fais appel à quelqu'un d'extérieur. Puis c'est un petit peu ce qui avait créé d'ailleurs mon Percé Montréal. Ça a été tellement à courte échéance
que toutes les rencontres que j'ai faites pendant la course, au début, je voulais essayer de me faire suivre par une équipe, parce que tu te lances pas dans 1000 et quelques kilomètres tout seul normalement, mais là, c'était trop court, personne n'avait pu se libérer, donc les rencontres se sont faites au fur et à mesure. Anne a fini par me rejoindre pour les 5 derniers jours, pour les 500 derniers kilomètres, mais si j'avais été accompagné, l'histoire aurait été différente. Ouais. Donc, c'est pour ça que le projet que j'ai l'an prochain, qui va possiblement, si tout se passe bien, durer des mois, si je le fais avec une équipe, ce sera pas la même histoire que si je me lance tout seul puis que j'essaie de documenter tout seul ce qui m'arrive avec tout ce que je ne pourrais pas faire parce que je suis tout seul. Mais c'est ça l'intérêt aussi. Accès à l'intérieur de ce projet-là plus que jamais. J'ai l'impression qu'avec avec vos plumes, vous réussissez à nous faire vivre ce que vous vivez de l'intérieur parce que vous êtes les seuls à pouvoir vivre émotionnellement ou même logistiquement parlant dans la course. Ouais. Des fois, les documentaires, puis tu sais, je veux dire, on en a eu des exceptionnels qui ont paru dans les dernières années. Vous parliez de Jérôme tantôt qui a fait le documentaire sur la traversée du GRA1 de Mathieu. Ouais. Ça demeure que souvent, ces documentaires-là, on vit l'histoire à travers le coureur, la coureuse qui nous en parle, mais les images, tu sais, Jérôme Binette a fait des petits miracles en allant rejoindre Mathieu à certains points sur le parcours, mais il y a une limite à ce qu'on peut aller sur le parcours, comme les bons documentaires de course qui relatent l'UTMB ou la Western States, peu importe, on voit des images de ravitaux, comme s'il n'y avait que ça dans ces courses-là, des ravitaux. Là, de partir peut-être avec une GoPro puis de faire ton propre truc à ton image, comme on le disait, je pense que tout ce que tu as fait, il y avait cette couleur-là qui était de le faire toi-même, tu sais, quand tes photos que tu as partagées qui ont permis à ce premier livre-là d'arriver, puis quand t'es devenu, quand t'as dépassé les sphères de l'Ultra Trail, puis que tout le monde voyait ce que tu faisais avec tes run commute et tout, c'est que t'étais maître de tout ce que tu faisais. T'étais pas suivi par un photographe, par exemple. C'est l'avantage aussi, la plupart des photos, j'ai réussi à les prendre parce que, à force de passer au même endroit, c'est comme j'ai fini par être au bon endroit au bon moment. Puis quand il fait moins 25 au milieu du fleuve, je suis tout seul. Donc c'est pas parce que j'ai plus de talent, c'est parce que je suis tout seul. Donc je suis le seul à prendre ces photos. Parce qu'il y a personne qui me suit, puis il y a personne qui va me suivre tous les matins en espérant que les conditions soient propices à prendre une bonne image. Donc je veux recréer ça pendant une aventure de plusieurs mois, c'est-à-dire il y a personne qui va me suivre. C'est-à-dire ce serait absurde. C'est-à-dire c'est censé être une aventure physique, sportive, etc. Si moi j'ai du mal à la faire, mais que c'est un caméraman avec tout le matériel qui lui arrive à me suivre puis à me filmer, c'est comme c'est sur lui qu'il faut faire le documentaire, pas sur moi. C'est complètement débile. Tandis que si je me balade avec une GoPro, bon, la qualité sera moindre, mais quand il va se passer quelque chose, je l'aurai avec moi. Exact. Donc ça fait toute la différence. Donc c'est ce que j'espère. Donc au bout de quelques mois, je devrais avoir quelques images que personne ne souhaite avoir. Exact. On va suivre ça. Très hâte de savoir ce que c'est ce projet mystère-là. Ouais. Isabelle, t'as un livre qui paraît très bientôt. Parle-nous-en. Oui, c'est en fait c'est un recueil qui est en poésie, des pensées, poésie que j'ai voulu bilingue avec des images. Donc j'ai vraiment travaillé en coureuse avec des couleurs. Puis je suis allée chercher un petit coup de main également là. Donc là on est en impression actuellement. Je sais que plusieurs personnes l'attendent déjà, donc ça devrait être distribué là, d'ici la fin du mois. Est-ce qu'on a un titre? Ah oui, avec nos ailes et nos racines, On Feet and Feathers. Très hâte de voir ça. Ce que j'aime dans votre approche, on dit auteur, on dit autrice, auteureux, on sait pas. C'est plus, vous êtes des communicateurs, des communicatrices par plein de médiums. Je voyais Johan qui s'est équipé de 2 micros. Est-ce qu'il y aura un jour quelque chose qui est plus audio ou vidéo? Isabelle, à travers ton blog, à travers des posts médias sociaux, tu sais, lire un post médias sociaux d'Isabelle n'est pas une photo d'assiette avec des hashtags. Il y a une poésie derrière ça. Anne, les quelques partage que tu as fait déjà de votre expérience à Ramouri, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Vous êtes des communicateurs. Parfois, c'est avec vos plumes. Des fois, c'est avec les caméras, les médias sociaux. C'est surtout avec vos jambes. Donc, oui, exact. Vous êtes extrêmement intéressant. Puis je pense que c'est ça qui fait que notre sport grandit en popularité. C'est une combinaison de plein de choses, mais c'est d'avoir des histoires dans l'intérieur. Des histoires qui sont pas reliées à l'aspect compétitif de la course. Très peu, en tout cas. Fait que bref...
C'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui puis de recevoir tout ce que vous avez vécu. J'ai l'impression qu'on pourrait faire 20 heures de podcast avec ce voyage-là, mais vous semblez avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel puis je vous remercie d'être venu. J'allais dire d'être venu vous le partager, mais c'est moi qui est venu dans votre lieu recueillir ces informations-là. Ouais, d'ailleurs, si on voulait t'inviter ici, c'était pour le faire en personne, ah oui. Pour sortir des 2 années de Zoom et tout. On s'est dit, avec ce qu'on a vécu, si on le fait à distance, l'atmosphère, l'énergie sera pas la même, surtout qu'on était ensemble sur place, puis il fallait qu'on se voit, en vrai. Puis on s'est dit, pourquoi pas ici? On a une belle maison tout en bois. Pourquoi pas faire ça ici? Exactement. On va avoir de la bonne qualité audio, mais des belles images aussi pour ceux qui aiment les regarder. Je le dis tout le temps parce que les gens, ça les surprend. Il y a tout le monde qui regarde des podcasts, puis je vois vraiment une augmentation. L'hiver, je pense que les gens font du Zwift ou du tapis roulant en regardant des podcasts, mais ça sera disponible pour ceux qui s'intéressent. Je termine. D'habitude, c'est les questions avec l'arnaque. Vous y avez tous déjà participé, tenté d'y aller le plus rapidement possible pour 10 questions. Quand je reçois un invité pour une 2e fois, je change le mot, on tasse la compétition. Ça va à l'image de ce qu'on vient de se dire que, fuck la compétition, on est là pour entendre des choses. J'ai mes questions ouvertes NAC. Donc, c'est des petites questions très rapides à répondre. Puis on va pouvoir le faire dans l'ordre. Fait qu'on ira toujours. Je pose la question. Isabelle, Anne, Yoann, vous y répondez. Vous allez voir. C'est pas des gros casse-têtes. Première question. Tes espadrilles préférées? C'est la pire question. Avoir l'état de tes pieds après la course, c'est une très bonne question, effectivement. Ben là, je fais une parenthèse. J'ai perdu, en fait, mes bons espadrilles pendant les vols d'avion. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. J'avais pas la paire pour le long. Donc, mes espadrilles préférées étaient la Sportiva Captiva que j'aurais normalement eu plus longtemps avec moi. Puis là, je vais essayer cette semaine Oka Speedgoat en pensant à Julien, en me disant que tout va bien aller. Julien, il a quand même perdu un ongle. Hein? Ah oui, je suis rendu à 5. C'est pas... Ah, OK. Julien Chaurier qui a remporté la course, qui est dans l'équipe Oka, on le salue. Anne, tes espadrilles préférées? Écoute, là, je viens d'essayer les Norda. Et puis, c'est une magnifique découverte pour moi parce qu'ils sont très, très, très légères. C'est formidable. Elles s'accrochent bien aussi. J'ai enfin l'impression d'être... parce que une chaussure qui est trop lourde, tu vas t'accrocher dans les moindres racines, ça va être difficile pour le pied. Donc, enfin, il y a vraiment un bon tonus. Puis elles sont magnifiques, elles sont super jolies. Oui, on salue Nick et Willa de Norda au passage. Je le sais qu'ils écoutent en plus. Moi, sans surprise, c'est les sandales, mais lesquelles? Parce que là, j'en ai appris beaucoup sur les sandales en comparant donc l'adaptation californienne des Huarache, donc puis les Luna, je confirme, en ayant maintenant porté les originales, que les Luna sont une excellente adaptation des sandales traditionnelles. Et donc, elles sont finalement bien plus pratiques que les sandales traditionnelles, parce que les lanières de cuir, c'est très folklorique, mais c'est pas super pratique. Les Luna sont vraiment, pour les sandales, sont extraordinaires. Donc, c'est-à-dire, elles craignent pas la pluie, contrairement aux sandales de cuir. Les sangles se cassent pas, les nœuds se cassent pas. Non, ça a confirmé que Barefoot Ted, donc de Born to Run, a fait un excellent travail. Donc je vais lui en parler d'ailleurs, il sera sûrement content de l'entendre, que je pense pas qu'il en ait beaucoup dans ses clients qui aient testé les Huarache sur le terrain non plus. Donc je vais lui faire un petit retour d'expérience, puis ce sera très très positif. Le repas d'avant-course de prédilection, Isabelle? Des frijoles et tortillas. Ça, c'est pas vrai. Ah non! C'est non, la s'il soupe, vous plaît, non! C'est la soupe au pied de porc que prennent les rares amoureux. Ah oui? Non, j'en ai pas mangé de ça, mais pour de vrai, je n'aurais pas dit ça, mais vraiment, le régime maïs et fèves a été super positif pour moi. Là. Ouais. Anne? Moi, j'ajouterais que ça a été extrêmement négatif pour moi parce que j'ai commencé... j'ai eu la tourista tout le long, hein. Mais la tourista tout le long et pendant la course et avant et après. Donc, je pense que les fèves et les légumineuses, je dois faire attention à ça. Donc, dorénavant, non, surtout pas de fèves avant une course. Mon repas préféré avant course, je pense que c'est juste du macaroni au ketchup. Recette classique. Yoann, à ton côté? Un café. Un café, voilà. La simplicité. Le repas d'après-course, Isabelle?
Repas d'après-course, généralement, je n'ai pas faim après une course, ça prend du temps. Ouais. Des sushis, puis beaucoup de sushis. Mais moi aussi, j'ai pas toujours très faim après une course. Yoann? Tout ce qui passe. J'ai faim, j'ai tellement mangé là après. En plus, on était nourris matin, midi, soir. Donc, c'était vraiment des vacances parce que normalement, je fais le jeûne intermittent, puis là, j'en suis rendu au 18-6, ça passe bien. Donc, je mange pas avant 13-14 heures. On était nourris dès le matin avec de la viande puis des œufs. J'ai tout mangé. Puis, je finissais les assiettes de celles qui aimaient moins les fèves. Donc, j'ai mangé pour 3, puis j'ai aucun regret. Ouais, ça paraît pas. Non, j'ai même perdu du poids, je comprends pas. C'est incompréhensible. Isabelle, ta montagne préférée? Ben là, je pense que j'irais, c'est plus les canyons, là, mais les hauts et les bas des Copper Canyon m'ont assez impressionné, là. Ouais. Je rêve de faire le Mont Blanc. Oh! Puis à la limite, même des fois, quand j'en parle avec Yoann, juste pour les ravitaux. Non, il me racontait à quel point c'est des festins. Il paraît que c'est quelque chose. Yoann, ta montagne préférée? Une bonne question. Je sais pas. Il y en a tellement de belles. Oui, c'est dur à répondre. Je sais pas. La Martinique. La Martinique reste la course qui est au niveau relief m'a le plus impressionné parce que tu traverses l'île dans son long, puis l'île est pas très large. Tu peux être n'importe où sur l'île, t'es jamais à plus de 8 km de la mer. Donc, à un moment, t'es vraiment au milieu de l'île, puis t'as l'océan Atlantique d'un côté, puis la mer des Caraïbes de l'autre. En fait, c'est quasiment comme ça pendant toute la course. Donc, tourner autour du Mont Blanc, c'est cool, mais courir littéralement au milieu de l'océan, c'est pas mal non plus. Ta course bucket list? Oh là là. Ben là, il y en a plusieurs, là, mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais faire Hard Rock 100. Mais Hard Rock 100, mais tu sais, d'imaginer des parcours qui ne sont pas des parcours officiels là, m'alimentent particulièrement. Puis sinon, en ce moment, ben mon attention est fixée sur retourner à la diagonale. Donc, ouais. C'est une revanche à prendre. C'est une revanche, mais t'as quelque chose à aller compléter. Oui, plus de plaisir. Oui, effectivement. Moi, je pense que je suis de plus en plus plus dans les courses organisées. J'ai juste envie de prendre mon sac à dos. Puis je pense que ça l'a confirmé, cette course-là. J'ai le goût de prendre mon sac à dos puis de courir comme je veux, longtemps comme je veux. Donc, l'aspect, quand c'est contrôlé, on dirait que ça m'intéresse un peu moins. C'est sûr que la Martinique, ça me plairait aussi. Mais oui, le fast-packing, c'est pas mal dans mes objectifs. Yoann? J'ai découvert, sans surprise, comme beaucoup, avec la pandémie, quand les courses étaient organisées, qu'on peut se faire nos propres aventures. Et je pense que j'en suis pas revenu. C'est-à-dire, honnêtement, l'Ultra Run Raramuri était une course organisée, avec beaucoup de particularités. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle était organisée? C'est discutable. Là, je vais faire le marathon de Longueuil parce que je suis porte-parole, donc ce sera pas vraiment non plus une course. Mais je pense que c'est hier, en courant, que je me suis dit, je pense que je ferai plus jamais de course organisée. Je vois plus ce que ça m'apporte, à part des contraintes, puis même du stress. Il y a toujours un petit stress d'avant-course, puis l'heure de départ, puis j'ai plus du tout envie de vivre ça. Donc, j'ai plein d'autres projets, puis il n'y a pas de course qui dure plusieurs mois qui soit organisée, donc je l'organise moi-même tout seul. Mais honnêtement, j'ai plus aucune course qui me tente. Donc, il y a plein de lieux que j'ai envie de visiter, mais avec un dossard, je vois pas pourquoi. Très intéressant. Et finalement, ta plus grande fierté? Course ou pas course? C'est au choix. Oh là là. Course ou pas course? Ben... deux choses. Si je vais dans les médias, déjà, d'avoir terminé ce qu'on vient de vivre, puis c'est aucun temps record, rien d'exceptionnel dans ben, si je compare à d'autres, là, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse, puis je pense que là, oui, je le ressens, la fierté d'avoir réussi à faire ça. Et puis sinon, ben, de tenir ma ligne d'intérêt puis de rêve, d'objectif, justement, d'en créer des aventures puis continuer d'écrire. Mes enfants aussi, mais c'est un autre sujet. Pas de réponse. Réponse multiple, on aime ça. Anne? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir écouté ma mère. C'est bizarre de dire ça, mais
Ma mère me dit, avant de mourir, elle me dit qu'elle tenait à ce que j'écrive. Je pense qu'elle savait qu'au fond de moi, c'était vraiment là, puis que je n'écoutais pas cette voix-là. Donc, bien des années après, finalement, je me suis retournée vers l'écriture, puis là, je m'écoute 100%, puis ça se passe bien. Donc, moi, la partie auteur en moi, c'est comme un super accomplissement, c'est une belle réalisation, puis je pense que je suis 100% moi dans l'écriture, donc d'être une auteure publiée, c'est un grand projet, c'est un super accomplissement. On le voit quand tu parles de littérature, d'écriture, il y a une étincelle supplémentaire qui s'ajoute à ton regard. Johan? Quand j'entendais Anne qui me parlait de sa mère, moi, ce serait l'inverse, c'est comme de me faire détester par mes parents. C'est pas vrai, j'exagère, mais avec justement toutes ces aventures à répétition, puis je leur ai parlé du projet que j'avais l'an prochain, donc en réaction ils m'ont écrit une lettre avec toute une liste de raisons comme quoi j'allais détruire ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma santé, mes finances, me mettre mes enfants à dos avec le projet que j'avais, donc ils m'ont éduqué comme ça, donc à finalement voyager beaucoup, essayer plein de trucs. Puis au final, je survis toujours, en tout cas pour l'instant, et ils sont toujours très fiers à la fin. Mais de me lancer dans des trucs et finalement de pas hésiter, puis d'en ramener des histoires. Donc d'avoir encore ce goût-là, ça j'en suis fier là, justement parce que ça permet de. J'avais toujours un goût pour la communication, puis c'est la course à pied qui a été comme le prétexte ou le moteur. Puis là, je trouve encore d'autres idées et d'autres projets, puis d'embarquer à fond là-dedans, puis que ça déplaise à mes parents, c'est bon signe. Ils vont écouter ce podcast. Ben, merci à vous trois. Je le disais tantôt, je me sens privilégié d'avoir été là, de pouvoir pu vous entendre à chaud comme ça. Vous venez de revenir il y a quelques jours à peine. Donc, je vous remercie d'être venu partager à Pas sorti du bois à nos auditeurs cette aventure-là. Vous aviez été 3 invités individuellement, par Zoom, à distance. Ça avait fait son œuvre, c'était correct, on communiquait quelque chose, on pouvait en parler. Mais là, on est comme allé à un autre niveau où on a pu discuter à 4, tous ensemble dans la même pièce. C'est vraiment, je suis honoré puis je vous remercie. Merci aussi. Merci. Oui. Du déplacement, de tout, du micro. Reviens quand Pour tu une veux. bonne histoire, ça vaut toujours la peine. On en a eu plusieurs bonnes histoires. Reviens quand tu veux. Parfait. J'en profite pour remercier NAC, qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie Boréal. On n'avait pas de bière aujourd'hui. J'étais avec Capic aussi, mais là, je suis pas parti avec ma machine à café. J'avais assez de stock, mais je remercie ces partenaires-là qui me permettent de continuer avec le podcast. Je remercie les gens qui sont au rendez-vous semaine après semaine, qui m'envoient des petits messages, qui me disent leur avis sur l'épisode. Ça fait toujours plaisir à lire. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je vous remercie vous. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.